Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui sont encore debout, je vous invite à venir vous asseoir. Et j'invite aussi monsieur l'adjoint au maire à venir dire un petit mot d'accueil. Bonsoir. Je voudrais bienvenue à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord excuser monsieur le maire qui n'a pu se rendre libre ce soir. Et donc, je vous invite à suivre les avancements de l'éolien sur mer et avec l'État et RTE. Voilà, bon, eh bien, vous allez pouvoir débattre dans notre bonne salle de la Halogramme. Bonne soirée. Merci. Alors bonsoir à toutes et tous. Marion Civy, je vais animer la réunion de ce soir qui nous réunit autour des projets éoliens en mer au large de la Normandie que vous avez peut-être entendu sous les appellations Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2. Donc seront présents ce soir pour vous faire un point d'avancement sur les projets dans un premier temps, puis dans un deuxième temps une présentation des études en mer notamment et aussi un retour d'expérience sur des photomontages. Donc seront présents côté Dréal, Damien Levallois et Laetitia Savary qui est encore devant mais qui rejoindra Damien Levallois en tribune tout à l'heure. Pour RTE, Charlotte Gaillard et Alexandre Mario. Et puis tout à l'heure pour présenter les études, je vous disais Laetitia Savary de l'Adréal et puis Franck David de Géofoam. Donc on aura 2 temps de présentation un peu distincts avec à chaque fois des temps d'échange élargis avec vous. Et donc je vous demanderai là d'être assez concis et puis encore de respecter les règles d'attendre un micro pour parler. Bon, je vous le redirai tout à l'heure. Je sais que c'est un peu artificiel parfois, mais ça permet que tout le monde s'entende bien et qu'on puisse ensuite produire un compte rendu de qualité qui sera rendu public. Donc on est ensemble pour environ 2 heures. Alors je voudrais aussi inviter, il y a Jean Trarieux qui est le garant nommé par la Commission nationale du débat public et qui garantit que la concertation se passe dans de bonnes conditions, qui va pouvoir se présenter. Donc je vais lui donner la parole et puis ensuite je donnerai la parole à la tribune pour présenter l'état d'avancement du projet, faire un point et puis on discutera ensuite avec vous. Alors monsieur Trarieux. Oui, bonsoir. Donc actuellement, nous avons 2 concertations en cours, 2 concertations continues. Donc il y en a une sur Aix-AO4 qui est Centre-Manche 1, qui fait suite à un débat public, et puis là au 8, Centre-Manche 2, donc qui fait suite à une concertation préalable. Donc pour ces 2 concertations qui se déroulent actuellement, la CNDP a nommé 2 garants, donc Dominique Pacori qui n'est pas là ce soir et moi-même. Et ce qui est important, première chose qui est importante à retenir, c'est que c'est une décision conjointe État et la CNDP. Il est important pour vous, pour le public, que ces 2 concertations soient présentées comme un seul objet. Parce que c'est 2 fois, c'est un parc éolien. Bon, ils n'ont pas tout à fait la même taille, mais c'est le même objet dans la même zone. Donc effectivement, c'est important que tout soit traité. Voilà. Et donc les garants, alors je vais faire synthétique, parce qu'à KTU, je crois que maintenant vous êtes bien habitués à l'exercice de la concertation. Mais nous, notre mission, c'est toujours la même, elle n'a pas changé, c'est de garantir le respect des objectifs et des principes de la concertation. Et sur les principes, je ne reviendrai qu'un seul, parce que je sais que vous êtes toujours... vous avez beaucoup de questions et beaucoup d'éléments à donner. Donc l'élément important, parce que nous, après, on fait une synthèse, c'est vos positions, c'est les arguments. Voilà. Moi, c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on publie dans notre bilan annuel. Voilà. Je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Damien Levallois pour le point d'avancement sur le projet, puis à RTE. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette réunion de suivi de projet, de ces 2 projets Centre-Manche 1 et 2 et de leur raccordement. Pour reconceptualiser un peu ces développements éoliens en mer en particulier, donc le développement des énergies renouvelables de façon plus large. L'objectif pour l'État, c'est bien sûr de décarboner à l'horizon 2050 son système énergétique. Alors plusieurs façons pour y arriver. Avant tout et globalement, c'est de la sobriété. Alors la sobriété, c'est ce qu'on entend aujourd'hui avec les soucis de production électrique et liés notamment à nos arrêts de tranches nucléaires et à nos problèmes d'approvisionnement en gaz.
Donc, comment arriver en 2050 à la neutralité carbone? C'est avant tout d'être sobre et donc de supprimer près de 40% de notre consommation d'énergie aujourd'hui. Alors, consommation d'énergie aujourd'hui, 40%. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, RTE publie régulièrement des chiffres de consommation, de réduction de consommation, et on est autour des 5-8% selon les mois. C'est à peu près ces ordres de grandeur-là. Donc à l'horizon 2050, le but c'est de réduire de 40%, et c'est là-dessus que se base avant tout le système. Donc ça veut dire qu'il faut réduire un maximum d'énergie carbonée, et l'énergie carbonée dans notre système, c'est près de 65-70%, c'est ce que vous avez en rouge sur le camembert. Et ce qui est décarboné, c'est quasiment que nos productions électriques qui est en bleu. Donc à l'horizon 2050, il faut supprimer le rouge par de la sobriété et par de l'efficacité aussi. Donc on pense à l'isolation par exemple des bâtiments, ou changer le type d'énergie en fonction de l'utilisation. On peut penser notamment au transport, passer sur des moteurs électriques avec des rendements autour de 90% plutôt que sur des moteurs thermiques avec des rendements autour de 25-30%. Donc c'est la manière finalement, sobriété, efficacité et efficience du système qui doit nous permettre d'arriver en 2050 à un horizon énergétique neutre en carbone. Alors vous pouvez y mettre de l'économique derrière ça. C'est aussi l'indépendance énergétique du pays. Aujourd'hui, tout ce qui est en rouge est quasiment qu'importé. Et donc on est lié finalement au marché et non pas à une production d'énergie sur le pays. Alors l'éolien en mer dans tout ça. Aujourd'hui, le gouvernement annonce un développement de 40 gigawatts à l'horizon 2050. C'est ce qui a été annoncé par le président Macron l'année dernière, en février dernier, à Belfort. Ces objectifs de développement de 40 gigawatts feront partie des discussions qui auront lieu dans les 6 prochains mois à l'Assemblée, puisque la loi de programmation énergie-climat sera en débat à l'Assemblée et devrait être votée autour du mois de juillet. Et à la fin, si ces 40 gigawatts se font à l'horizon 2050, ce qui voudrait dire que l'éolien en mer sera la première des énergies renouvelables en termes de production. Alors la zone dans le centre-Manche, dans tout ça, alors comme le disait M. Trarieux tout à l'heure, elle est issue du débat public 2019-2020, où une grande partie du public qui avait suivi les réunions de concertation préparées par la commission en particulier au débat public avait aussi préparé des scénarios. Et donc dans ces scénarios, l'État en a conclu une zone centre-Manche que vous voyez sur cet écran et qui a fait l'objet donc de l'appel d'offres numéro 4. C'est vrai que les noms des appels d'offres se trouvent un peu étonnamment liés à un seul projet sur ce cas-là, mais dans l'appel d'offres numéro 1, il y avait 4 projets par exemple, donc on ne pouvait pas conserver le nom. Donc là aujourd'hui, appel d'offres numéro 4, c'est bien Centre-Manche 1 qui était lié à ce sujet. Oui, je ne vais pas me tromper. Dernièrement, donc le 9 août dernier, suite à la concertation qui a eu lieu en début d'année, janvier à mai, le gouvernement a fait le choix de poursuivre le projet Centre-Manche 2, qui fera une puissance d'1,5 gigawatt. Ce sera dans une zone préférentielle de 250 km², qui était déjà la zone préférentielle de l'État à l'entrée de la concertation. Mais l'État, finalement, a mis une réserve de 20 km² en plus, et on pourra y revenir selon vos questions. Le raccordement, par contre, est déjà décidé d'entrée de jeu, alors que sur Centre-Manche 1, il y a eu près d'une année de discussion sur les possibilités de raccordement. Donc, il est déjà défini vers le Calvados. Et aujourd'hui, on sait que c'est sur la côte de Nacre, puisque la première réunion de concertation sur ce raccordement a eu lieu vendredi dernier. Et l'aire d'étude a été définie lors de cette réunion. Mais je pense que vous en reparlerez peut-être tout à l'heure. Sur les autres engagements, bien sûr, reconserver les mêmes engagements qui avaient été pris pour le premier parc, notamment au titre du cahier des charges, et une innovation, c'est le cas de le dire. On ouvre le débat, en tout cas avec les industriels qui viendront postuler sur ce projet, d'engager des réflexions sur les innovations. Par exemple, il y a une forte demande de certains du département de la Manche de travailler sur l'innovation et la production d'hydrogène en mer. Donc travailler globalement sur l'innovation, c'est quelque chose qui nous a semblé important de suivre. Cette zone centre-Manche, globalement, elle porte
pas mal son nom, puisqu'elle est quasiment à 40 km de tout point du département, à l'exception de la pointe de Barfleur. Elle est, alors vous le voyez, Centre-Manche 1 en bleu, donc qui vient de l'affinage finalement de la zone Centre-Manche globale, qui a permis de définir ce premier projet, et Centre-Manche 2 qui s'intègre sur la partie verte avec la réserve en vert clair que vous voyez au sud-ouest de cette zone. Pour des ordres de grandeur, globalement, la zone, ça fera 2,5 gigawatts de puissance installée. Alors, ça donne quoi? En termes de production, en termes de consommation, c'est la consommation annuelle d'1,7 million de foyers, donc c'est plus que tous les foyers normands. En termes de surface occupée, donc entre 403 et 423 km² aujourd'hui, bien sûr, l'industriel qui est en charge du projet pourra peut-être imaginer autrement, en tout cas, ne peut pas aller au-delà de ces distances, ces surfaces. C'est un projet qui arrivera en service autour de 2030-2031. Et c'est un projet qui devrait être autour de 7 à 9 milliards, raccordements compris. Le nombre d'éoliennes, 120 à 170. Pourquoi un nombre estimé? Puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité, les industriels ont la possibilité de demander une autorisation à l'État de construire, ce qu'on appelle une autorisation enveloppe, et donc d'adapter jusqu'à l'achat final des turbines la meilleure machine disponible et qui rende le plus de services, soit en termes bien sûr en termes de production, en termes de mesures environnementales, en termes d'usage de l'espace, voilà, selon leurs caractéristiques voulues. Un point d'actualité, Centre-Manche 1, les offres ont été reçues par la Commission de régulation de l'énergie. Donc normalement, les 6 candidats ont déposé leurs offres. Et au premier trimestre 2023, le porteur de projet privé pourra, à l'issue de cet appel d'offres, sera désigné. En tout cas, la Commission de régulation de l'énergie va proposer à la ministre en charge de l'énergie un candidat, enfin un lauréat. Centre-Manche 2, donc là, l'appel en candidature vient juste d'être publié. Les candidats ont jusqu'au 23 décembre pour candidater. Et là, ça ira beaucoup plus vite. On profite des avantages du premier projet puisque le candidat sera désigné en fin décembre 2023. Et aujourd'hui, c'est le planning que l'on envisage. En termes de raccordement, si tout le fuseau de moins d'impact est déjà défini, quasiment la zone d'atterrissage du câble est déjà définie pour Centre-Manche 1. Pour Centre-Manche 2, ce sera défini en février 2023. Donc à peine une année d'écart par rapport à ce qui avait été fait sur le Centre-Manche 1. Là, les études, j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on abordera le sujet. Je vais laisser la parole à RTE pour leur projet. Bonjour, donc je suis Alexandre Mario et... Ah, ça ne s'affiche pas. Parfait. Et donc je représente la société RTE. Hop là, ça va trop vite. Et donc RTE, nous sommes le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. C'est-à-dire que nous sommes asservis d'une mission de service public pour laquelle nous devons acheminer l'électricité depuis les endroits où elle est produite, donc comme le parc éolien qui nous réunit ce soir, jusqu'aux endroits où elle est consommée. Donc ça va être soit des industriels fortement consommateurs en énergie qu'on va raccorder directement, ou bien nous allons envoyer l'énergie à Enedis qui va la distribuer jusqu'à chez nous. Nous assurons donc ce transport 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, comme le disait Damien Levallois, il y a 2 parcs au sein de la zone Centre-Manche. Le parc Centre-Manche 1 sera raccordé vers la Manche. Le fuseau de moindre impact a été défini, vous pouvez le voir ici en bleu. Et un second parc, donc le parc Centre-Manche 2, qui sera raccordé vers le Calvados, la décision ministérielle du 9 août l'indiquant ainsi, avec un raccordement au niveau du poste électrique dit de Tourbe, c'est le petit point rouge que l'on voit au sud de Caen, et qui est sur la commune de Bellangreville.
Donc la technologie qui est retenue pour la construction de ces deux raccordements, qu'il s'agisse du raccordement du parc éolien Centre-Manche 1 ou Centre-Manche 2, c'est la technologie en courant continu. C'est une technologie qui permet de transporter davantage d'énergie sur de grandes distances en minimisant les emprises de nos liaisons, donc qu'il s'agisse des liaisons sous-marines, des liaisons souterraines ou du point situé au niveau de la jonction d'atterrage. Le raccordement se compose donc de différents éléments. Donc, en premier lieu, la station de conversion qui est située au sein du parc éolien en mer. Cette station de conversion, elle se compose d'éléments qui vont permettre à la fois d'augmenter la tension, mais également de convertir le courant produit en courant alternatif par les éoliennes vers le courant continu, donc la technologie qui va permettre de transporter l'ensemble de l'énergie produite par le câble. Si on veut se représenter cette station de conversion, c'est un cube d'environ 70 mètres de côté qui est posé à 20 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. Depuis cette station de conversion va cheminer une liaison sous-marine. La liaison sous-marine, elle est composée de 2 câbles qui vont être préférentiellement ensouillés dans les fonds marins, c'est-à-dire enterrés, pour permettre, une fois nos travaux terminés, la reprise des activités de pêche au-dessus de notre câble. Sur le littoral, on va venir faire la jonction entre nos câbles sous-marins et nos câbles souterrains dans un ouvrage qu'on appelle la jonction d'atterrage. Donc c'est une sorte de gros domino, un ouvrage souterrain non visitable et qui sera refermé et invisible à la fin de nos travaux. Depuis cette jonction d'atterrage jusqu'à la seconde station de conversion va cheminer notre liaison souterraine. Donc pour construire notre liaison souterraine, on va nécessairement construire des tranchées d'environ 2 mètres sur 2 mètres, installer des fourreaux, venir tirer nos liaisons et tout sera remblayé à la fin de nos travaux. Ce sera un ouvrage qui est totalement invisible. Ce sont des travaux de voirie, de réseau globalement assez classiques. La station de conversion n'est pas encore existante. Notre objectif, c'est de l'implanter au plus près du poste électrique de Menuel à l'Étang-Bertrand, au sein duquel on va venir se raccorder. Donc pour ce faire, on va acquérir une surface d'environ 4 à 6 hectares pour construire ce bâtiment industriel qui fera une vingtaine de mètres de haut. On doit réaliser une dernière liaison souterraine entre la station de conversion et le poste électrique existant de Menuel. Donc c'est le petit trait vert que vous voyez entre la station et le poste sur le schéma qui s'affiche à l'écran pour que l'énergie puisse in fine être distribuée via le réseau électrique déjà existant. Donc tous les ouvrages, les liaisons qu'on va construire sont des liaisons souterraines ainsi qu'une nouvelle station de conversion qui sera située du coup sur la commune de l'Étang-Bertrand. Je vous propose maintenant, après vous avoir rapidement rappelé de quoi était constitué notre raccordement, de faire un petit point d'avancement sur le raccordement Centre-Manche 1. Donc c'est un fuseau qui est principalement sous voirie. Nos liaisons sous-marines vont arriver au niveau de la plage des Goujins, à Saint-Marcouf, au niveau de l'ancienne école. Elles chemineront ensuite le long de la D69, donc c'est la route de Crisbec, jusqu'à Émonteville. À ce niveau-là, nos liaisons emprunteront la N13 sur une dizaine de kilomètres, puis la route de Bricbec jusqu'au poste électrique existant de Menuel. Donc pour définir ce fuseau, on était soumis RTE à ce qu'on appelle la concertation Fontaine. En fait, c'est une concertation à laquelle on associe les élus et un certain nombre de parties prenantes, donc notamment des services de l'État et des associations environnementales, pour définir ensemble ce tracé qui est in fine validé par le préfet de département. Donc ce fuseau a été validé en février 2022 par monsieur le préfet de la Manche. Donc le fuseau qu'on a validé, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus large que la voirie, parce que l'objectif, c'est de définir un périmètre d'implantation pour nos ouvrages, au sein duquel on va venir faire un certain nombre d'études qui vont nous permettre ensuite de définir le tracé précis et détaillé de nos ouvrages électriques. Pour l'instant, on ne sait pas forcément de quel côté on va passer de la route, si on passe sous l'accotement, si on passe sous la voirie, ce sont encore des points qui restent à définir. Et ce sont les études qu'on est en train de mener qui vont nous permettre de le définir et de le dire plus en détail. Donc vous voyez donc s'afficher à l'écran la liste des études que nous sommes en train de mener, donc à la fois des études environnementales, mais aussi des études techniques,
qui concernent chacun des ouvrages du raccordement. Donc, s'agissant des études environnementales, on emmène à la fois sur terre et à la fois en mer. Donc, ce sont des études floristiques, faunistiques. On travaille avec des botanistes ou des écologues qui viennent faire des inventaires sur terre. On travaille aussi avec un bureau d'études qui mène des études en mer pour venir faire des prélèvements d'eau, pour venir étudier la ressource halieutique, les habitats benthiques, enfin tous ces compartiments qui vont servir à nourrir l'état initial qui constituera le premier jalon de notre étude d'impact. En parallèle de ces études environnementales, on mène un certain nombre d'études techniques, donc toujours en mer et à terre. S'agissant des études en mer, on mène ce qu'on appelle des études géophysiques et géotechniques. Donc on va venir étudier les fonds marins pour déterminer leur nature et leur composition. Donc à la fois en menant des études qui nécessitent des prélèvements, des sondages, des forages, mais aussi des études moins intrusives qui nécessitent juste l'utilisation d'un sonar par exemple. Sur Terre, on va venir décliner en fait ce type d'études pour aussi caractériser la nature des sols. Donc il peut s'agir d'études géotechniques au niveau du site qui pourra accueillir notre future station de conversion ou d'études topographiques ou hydrogéologiques qui nous permettent de mieux définir l'environnement dans lequel va s'insérer nos ouvrages, de définir leur implantation exacte et également les modes opératoires éventuellement spécifiques qu'il va falloir mettre en œuvre pour exécuter les différents travaux qui vont pouvoir débuter lorsqu'on aura obtenu toutes nos autorisations. Donc si on regarde le calendrier du projet, comme je le disais, là on est en phase d'études, donc études environnementales et études techniques. Ces études ont été lancées à partir de la fin de la concertation Fontaine, puisque c'est une fois qu'on a connu quel était notre fuseau de moindre impact qu'on a pu lancer des études plus précises. Donc au stade précédent, on avait encore des hypothèses de tracé, il était un peu tôt pour lancer ces études, donc c'est à partir de février 2022 qu'on s'est lancé dans ces études. Donc l'objectif, c'est d'achever ces études et l'ensemble de tous les dossiers de demande d'autorisation qu'on doit rédiger à la fin de l'année 2023 pour les déposer en 2024. Aussi, les services instructeurs auront environ 1 an pour regarder ces différents dossiers. Ces dossiers seront bien sûr suivis d'une enquête publique, au sein de laquelle, à l'issue de l'obtention d'autorisation, nous pourrons démarrer nos travaux en 2025. L'objectif, c'est de mettre en service l'ensemble de ces ouvrages en 2030-2031 pour pouvoir transporter l'ensemble de l'énergie produite par le parc. Et du coup, petit point d'actualité sur le projet Centre-Manche 2. Donc, comme je le disais, il sera raccordé vers le Calvados. Damien Levallois l'expliquait juste avant. Vendredi dernier, nous avons pu réduire cette aire grisée que vous voyez là, à l'issue de la première réunion de concertation. Donc aujourd'hui, on est essentiellement au niveau de l'atterrage sur la côte de Nacre, et donc on a pu bien réduire cette aire pour arriver jusqu'au poste électrique de Tourbe. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de caractériser les différents fuseaux de raccordement. Donc on va fonctionner comme on avait fonctionné sur le raccordement de Centre-Manche 1. On a rencontré déjà les acteurs du territoire, donc les élus, les associations environnementales, la Chambre d'agriculture, pour nous aider à déterminer des fuseaux, des points de passage. On va également consulter le public pour avoir des avis au plus près du territoire. Et nous réalisons également des études de faisabilité pour s'assurer de la faisabilité du fuseau qui sera proposé à la validation au premier trimestre 2023, donc vers février ou mars. On a donc 1 an de décalage dans nos plannings entre le projet de raccordement Centre-Manche 1 et le projet de raccordement Centre-Manche 2. Cette concertation Fontaine donc, se terminera, comme je le disais, premier trimestre 2023. Les différentes études techniques et environnementales pourront prendre place sur le même principe que l'a exposé ma collègue. Et nous souhaitons donc déposer nos demandes d'autorisation fin 2024, début 2025, de manière à pouvoir démarrer nos travaux en 2026 et pouvoir assurer une mise en service en 2031-2032. Voilà pour le calendrier du projet. Alors,
Avant de passer à la deuxième séquence de la soirée qui portera plus donc, sur les études en mer et puis l'intervention de Géofoam avec Monsieur David sur des retours d'expérience sur les photomontages, j'aimerais ouvrir un premier temps de questions donc, venant de votre part. Est-ce que vous avez des questions qui portent donc, sur cette présentation des points d'avancement des deux projets et de leur raccordement électrique avant de rentrer plus en détail dans le sujet des études ? Alors, je vois qu'il y a madame qui a une question ici avec le pull gris, et puis monsieur là-bas. Allez-y, madame. Alors, je vous demanderai si c'est possible de vous présenter autant que possible. Merci. Merci, oui, Christiane Tincelin. Ouais. Oui. Allez-y, oui. Christiane Tincelin, donc association et au large. Donc, on vient voir avec intérêt les avancées des projets. Simplement, le sentiment qu'on a un peu, c'est que finalement, à partir de ce projet de 1 gigawatt, tout d'un coup, on absorbe une grosse masse de 2,5 gigawatts, c'est-à-dire que tout est absorbé finalement dans un grand plan. Et on nous parle de date de branchement, de raccordement global, si j'ai bien compris, en 2030 pour l'ensemble des deux. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le planning que vous avez indiqué. Donc un petit peu le sentiment, je ne sais pas si je représente le sentiment de tout le monde ici, mais en tout cas c'est le mien, c'est que, on est parti sur un petit projet, là il y a eu beaucoup de débats publics sur 1 gigawatt, et puis là maintenant il faut qu'on avale la grosse masse du 2,5 gigawatts. Mais on y était préparé, de monter en puissance, mais je voulais juste faire cette remarque. Merci, et puis avoir aussi le détail sur, y a-t-il 2 démarrages différents entre l'AO4 et l'AO8, ou est-ce que en fait tout est globalisé pour un démarrage concomitant? D'accord, merci. Donc une question sur ce sentiment de resserrement de calendrier. Et il y avait monsieur en bleu là-bas. Je prendrai peut-être une autre question encore avant de redonner la parole à la tribune. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Gérard Parra de Villancer. Je posais la question sur l'ensemble des 2 projets qui font 2,5 gigawatts. Le premier, le transport va se faire à terre sur 1 gigawatt. Et le deuxième fait 1,5. Donc je crois que le premier va prendre 0,25 gigawatts, alors que le décalage des 2 projets est de 1 an. Comment ça va se passer? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de repasser la parole? Oui, monsieur tout au bout. Là. Bonsoir, Georges Courtet. Vous disiez que le raccordement à terre, le tracé de la liaison numéro 2 est défini. Est-ce que vous pourriez nous le montrer? Merci pour ces questions et pour l'effort de concision de chacun. J'invite la tribune à faire le même effort de concision pour répondre à ces 3 questions. Je ne sais pas qui veut commencer pour se répartir les réponses. Est-ce qu'on les prend dans l'ordre ? Allez-y. Ok, donc pour votre question sur un parc à 1 gigawatt, l'autre parc à 1,5 et comment sont faits les raccordements, vous avez tout à fait raison. Les 2 raccordements sont similaires et sont dimensionnés pour évacuer 1,25 gigawatt chacun. Donc il y a 0,25 gigawatts qui seront reportés sur le premier raccordement. Et donc en fait en termes de planning ça ne pose pas de souci puisque le raccordement numéro 1 va être entre guillemets surdimensionné par rapport à l'évacuation du parc. Et donc quand arrivera le second raccordement, l'énergie pourra transiter sans aucun souci. Je réponds bien à votre question. Et du coup, vous demandiez pour le tracé de la seconde liaison, il n'est pour l'heure pas encore défini. Justement, on le définira en février-mars. Aujourd'hui, les possibilités sont pléthoriques, donc c'est un petit peu compliqué de tout vous montrer d'un coup. Mais il y a différents fuseaux qui cheminent. Peut-être repréciser ce qui a été validé. Ouais. Ah oui. Ce qui a été validé, c'est l'aire d'étude. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'une zone qui est extrêmement large et on vient la réduire. Mais ça reste toujours large d'environ 30-40 km, si je ne dis pas de bêtises, en fonction des endroits. L'objectif étant d'éviter des contraintes environnementales majeures. Je pense notamment à différentes zones humides qu'on évite. Mais ça n'indique pas du tout les tracés des futures liaisons. Il faut encore qu'on étudie au sein de cette aire quelle sera la meilleure solution d'implantation.
Pour compléter, du coup, il y a une consultation du public qui est en cours justement sur les différents fuseaux qui sont à l'étude pour le raccordement de ce second parc. Donc on pourra vous donner l'adresse, mais sur le site internet de RTE, vous pouvez consulter ces différents fuseaux qu'on est en train de regarder et donner votre avis, en fait, si vous avez des points de vigilance ou des opportunités que vous avez identifiées et que vous nous ferez remonter. Ce qu'on peut vous dire là oralement, c'est qu'on regarde 3 points d'atterrage pour le moment, entre Hermanville, Colleville et Ouistreham, et que l'objectif, c'est que depuis ces points sur le littoral, on arrive jusqu'au poste électrique existant de Tourbe, qui se trouve à Bellangreville. Donc on vous transmettra l'adresse du site internet si vous souhaitez consulter ces différents fuseaux. Et je complète parce que je vois que M. Forgard de l'Adréal a sorti les dossiers. On a les dossiers qui ont été présentés pour la validation de l'aire d'étude. Ils sont posés là-bas si vous voulez en prendre un et regarder. Il n'y a pas de souci. Et alors sur la question de calendrier, peut-être Damien Levallois. Oui, sur la question de calendrier, donc là, vous avez l'affichage, les 2 projets en parallèle. Donc, Centre-Manche 1, Centre-Manche 2. Donc, on voit que Centre-Manche 1 est parti en novembre 2019. Saisine de la CNDP en février 2019. Et saisine de la CNDP pour Centre-Manche 2 en septembre 2021. Et on voit que finalement, sur le dépôt des demandes d'autorisation, on estime que les 2 projets vont quasiment arriver, donc c'est la partie verte, dans les mêmes dates de dépôt d'autorisation. Alors pourquoi ce resserrement ? Puisque globalement, toutes les études sur la zone ont été menées en même temps. On a revu l'ensemble de nos marchés publics, puisqu'on était parti sur un seul et unique projet, donc sur une zone de 300 km². On a revu tous nos marchés publics pendant l'année dernière pour que l'ensemble de la zone puisse être traité globalement. Alors sur le météo océanique, c'était assez simple puisque finalement on avait posé une bouée au large de Fécamp et une bouée au large du Cotentin pour couvrir l'ensemble de la zone du débat public. Mais sur les autres, ça a demandé malgré tout une remise en cause des études qui avaient été menées. Si l'ensemble des études donc, de fait, sont menées plus rapidement, et ce qui retarde le projet Centre-Manche 1, c'est plutôt la mise à disposition des éléments d'études, et c'est pour ça que le calendrier a roulé tranquillement le temps que toutes les études techniques et environnementales puissent être mises en place. Donc Centre-Manche 2 va bénéficier de cette avance. De plus, le dialogue concurrentiel, c'est-à-dire la construction du cahier des charges avec les industriels qui s'est mis en place pendant de longs mois sur Centre-Manche 1, comme je vous l'ai dit. Pour Centre-Manche 2, on pense reprendre les mêmes dispositions de ce cahier des charges, c'est-à-dire que le dialogue concurrentiel sera beaucoup plus court puisqu'on va dans le sens de reprendre les éléments qui ont déjà été discutés avec les industriels du moment et qui ont été finalement arbitrés par l'État, auxquels on ajoute, comme je vous le disais tout à l'heure, les aspects innovation sur lesquels on voudrait travailler. Donc on estime que notre dialogue concurrentiel ne va durer que 2-3 mois, et principalement sur cette notion de l'innovation que l'on voudrait préciser. Donc globalement, voilà, ces études, on pourrait arriver sur un calendrier qui fait que les 2 projets se rejoignent en termes de construction ou en tout cas de déploiement. Sur la question de la montée en puissance à laquelle vous avez souligné, vous étiez préparé, au sens où la décision du débat public de 2020, du 4 décembre 2020, a engagé cette réflexion et j'ai poussé RTE à réfléchir sur une mutualisation du raccordement. Donc en gros, pousser RTE à venir en raccordement en courant continu, puisque lors du débat public, c'était bien de l'alternative qui était visée. Si vous reprenez le dossier de maître d'ouvrage, il y a une petite page sur le courant continu, mais RTE était très engagé sur de l'alternatif. Alors, juste pour remettre les choses en place, alternatif à cette puissance-là, c'est 4 câbles, 4 tranchées en mer. Continu à cette puissance-là, c'est un biccâble dans une seule tranchée. Donc, ça veut dire qu'on a 2 tranchées en mer. Là, on en aurait eu 8. Donc, c'était bien cet objectif de demander à RTE de réfléchir à ces aspects-là. Pourquoi le deuxième projet ? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à naître ? C'est aussi le débat public 2019-2020. Il avait 2 questions, une première zone de 300 et les suivantes en essayant de les prioriser. Malgré tout, le public a identifié plusieurs zones. L'État a répondu dans une annexe cartographique où on explique le choix qui a été fait sur ce point-là. Donc on a sorti une seule et unique zone, puisque les autres zones nous semblaient inexploitables à ce jour, en répondant à une autre demande du public, qui était le fait de revenir sur nos contraintes étatiques, et principalement un chenal d'accès du port d'Antifer qui venait couper l'ensemble de l'espace maritime.
ce chenal d'accès dans le port en antifère. Aujourd'hui, on estime, et on a estimé dans l'année 2020, avec les discussions qu'on a eues avec les ports et les pilotes, qu'on pouvait le faire évoluer. Qu'on pouvait. Aujourd'hui, c'est l'Organisation maritime internationale qui confirmera ou pas la chose. Mais il n'a toujours pas bougé. Donc aujourd'hui, sur cette estimation qu'on peut faire bouger ce chenal d'accès, qu'on peut faire un second projet dans la zone, RTE s'est engagé donc, dans le raccordement continu et donc a répondu à la question de mutualisation, donc mutualisation partielle sur 2 raccordements et donc aussi peut-être à long terme une fiabilisation de ces raccordements du fait de ces 2 possibilités d'évacuation. Donc oui, il y avait le public qui était préparé dans l'article 2 de cette décision à un second projet. Et il est passé bien sûr à 1 gigasimple de façon à ce second projet, de façon à optimiser la zone, mais à répondre aussi à l'optimisation du câble qui est de 1,25. Donc ça fait bien 2,5 au total que l'on peut évacuer. Et donc c'est dans ce sens que l'État répond au sujet. Attention, ça ne fixe pas tout. Comme vous l'avez vu tout à l'heure et que je vous l'ai dit, la zone préférentielle du Centre-Manche 2, on a rajouté une petite zone de 20 km², puisque aujourd'hui, en termes d'études géotechniques, on a des questions sur la partie sud de la zone, avec des sols peut-être un peu plus durs. On n'a pas encore les carottages, on ne sait pas. Mais on sait qu'on a eu nos analyses des sondeurs sismiques qui nous ont dit que le sol était peut-être un peu plus dur. Donc on s'est pris une marge. Alors c'est bien toute l'ambiguïté de ces projets. Ils évoluent en dehors de la concertation. Non, mais ils évoluent dans la technique même du projet. C'est qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un projet en mer. Et c'est le public qui participe à sa définition même avant qu'on mène les études. Donc à un moment donné, il y a les études et il y a le technique qui rattrape l'envie même de développer de cette manière-là ou de cette autre manière le projet. Donc aujourd'hui, il y a tous ces éléments. L'ouverture faite finalement par la concertation avant que le projet existe a des contraintes. C'est d'un, on n'a pas toutes les données. Alors c'est embêtant pour que le public discute. Mais 2, une fois qu'on les a, elles font évoluer elles-mêmes le projet. Et notamment les études techniques. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas mettre une éolienne à un endroit donné, vous ne pouvez pas la mettre. Il faut bien que le projet évolue. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, oui, la zone Centre-Manche 2, avec cette petite réserve, est finalement arrivée. C'est des études techniques, c'est des discussions qu'on a avec la compagnie de ferry qui longe la zone Centre-Manche 2 et sur laquelle on discute toujours des possibilités finalement ou des effets que pourrait avoir le parc sur cette ligne ferry et aussi on regarde comment ça va pouvoir s'arranger. Donc c'est toujours en discussion et on est rattrapé par moments par des effets techniques même du projet. Mais ça, c'est la contrepartie de pouvoir discuter en aval. Enfin, vous imaginez construire votre maison et demander à tout le monde où est-ce que je vais la mettre sans savoir si le terrain est propice ou pas. Et à la fin, allez, mettez-la là et puis à vous de construire en fonction du truc. C'est ce qui se passe sur un projet comme ça, avec cette concertation aval, à plusieurs milliards. Mais c'est la contrepartie de l'ouverture au public. Et avec ça, malgré tout, je vous assure que vous êtes quand même critiqué parce que le projet a évolué par rapport au début. C'est quand même, mais c'est la contrepartie de la chose. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être 2-3 autres questions avant qu'on passe à la séquence sur les études en mer et puis les photomontages ? Oui, alors monsieur devant. Oui, bonsoir, monsieur Geoffroy Quetou. Dans le projet initial, il y a une zone là où il y a des nodules et qui paraît inviolable. Est-ce qu'elle ne rentre pas dans l'étude et pourquoi elle est inviolable? Parce que c'est une concession qui, de mémoire, a été accordée à quelqu'un qui ne touche pas, et à 90 ans. Est-ce qu'elle rentre aussi? C'est pas 90 ans? Oui, oui. Et voilà, donc par rapport à votre zone technique de réserve, c'est cette zone où il y a théoriquement des nodules qui seront peut-être jamais exploités, est-ce qu'elle rentre aussi dans les réserves éventuelles et l'utilisation éventuelle? Alors même s'il y a un aspect juridique sur l'attribution de cette concession de nodules qui sera peut-être jamais exploitée. Merci pour cette question. Une autre question avant de redonner la parole à l'Adréal. Bon, je propose qu'on repasse la parole à l'Adréal et puis après on passera à la séquence sur les études. Allez-y, monsieur Levallois. Sur ce sujet du périmètre. Alors là, c'est une concession de granulats.
Donc c'est une carrière en mer, c'est pas des nodules, c'est du granulat comme on peut avoir une carrière à terre. Sauf que là, c'est une exploitation beaucoup plus fine, c'est 1 à 2 mètres d'exploitation. C'est ce genre d'exploitation qui est faite. Donc c'est une concession qui est valable jusqu'en 2042, qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Dans cette concession, il y a 2 parties. Il y en a une au nord de la zone qui est exploitée et celle-ci n'est pas exploitée. Donc elle a été attribuée en 2012 et on peut penser qu'elle ne sera jamais exploitée. Au vu de l'avancée de l'exploitation de la première zone, on peut penser qu'elle ne le sera pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a un droit. Voilà, il y a un droit dessus. On a réfléchi à regarder ces éléments. Vous voyez la zone Centre-Manche 2 avec les taches rouges en bas, c'est les parties un peu plus dures de roche. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement, mais on pense que la zone de granulat elle serait dans le même cas finalement. Donc on a eu raison de ne pas aller regarder ce qui se passait dessus. On n'a pas fait de sondage sismique, je ne peux pas vous le confirmer à 100%. On voit qu'il y a quand même des petits écoches en bas, mais aujourd'hui, il semble que cette partie de zone granulat serait bien dans cette tache rouge aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu de volonté d'aller plus loin. En tout cas, il semble que les levées, mais on n'a pas encore les carottages de la zone, on ne peut pas confirmer, nous confirmerait ça. Voilà, c'est une carrière 2042. Il me semble que cette question pourrait faire une transition tout à fait habile avec les études en mer, sauf s'il y a une dernière question généraliste. Monsieur, au fond. Ouais. Oui, bonsoir. J'aurais quelques petites questions rapides. Si vous pouvez vous présenter. Oui, voilà, moi je suis un citoyen qui est intéressé par le projet, tout simplement. Je fais partie de rien, etc. Concernant, j'ai lu dans votre document que j'ai pris à l'accueil, c'est, alors attendez, synthèse du dossier de concertation à la page 6, un paragraphe qui m'interroge. En fin d'exploitation, l'industriel devra proposer et mettre en œuvre des solutions pour démanteler le parc ou maintenir certains ouvrages si c'est plus favorable pour l'environnement. L'industriel qui sera choisi est-il capable, au jour d'aujourd'hui, de démanteler, d'avoir les technologies pour démanteler le parc, et que deviendront les éoliennes qui quitteront le site. Ça, c'est terre à terre, hein, ça c'est ma première question. Le reste, concernant RTE, le chef de projet, est-ce qu'il s'engage, ou est-ce que par contrat, celui qui fabriquera les éoliennes à construire les éoliennes, les pales d'éoliennes en France, et non pas en Chine ou je ne sais où, donc ça pourrait faire travailler au niveau économique, sur le plan économique, vous voyez de quoi je veux parler, à Cherbourg. Et une question qui intéresse tout le monde, mais je ne sais pas si j'aurai la réponse ce soir concernant, je dirais, le côté technique, c'est quand connaîtra-t-on la distance, alors ça c'est une question que tout le monde, on va encore vous poser, à quelle distance les éoliennes seront situées de la côte et la hauteur des pales d'éoliennes? C'est des questions qui me semblent toutes simples, mais qui peuvent intéresser le public. Merci. Merci monsieur pour ces questions. Je vous redonne la parole directement. Alors, sur le démantèlement, globalement, ce que l'État met en place sur le démantèlement de ces installations en mer, c'est ce qui se passe déjà sur le domaine public maritime. C'est-à-dire que sur le domaine public maritime, domaine inaliénable, il y a l'obligation, dès que l'on a une concession, d'assurer le démantèlement de ces installations. Là, on est en zone économique exclusive, au-delà des eaux territoriales, on n'est pas sur l'État français, on met en place les mêmes dispositions. Comment est-ce qu'on s'assure finalement qu'à la fin, les éoliennes seront démantelées ? C'est-à-dire qu'on oblige l'industriel à nous fournir des garanties financières, soit auprès d'une assurance, soit auprès d'une banque, soit en dépôt physique, en argent sonnant et trébuchant. Pourquoi on fait ça ? Puisque si l'industriel devenait défaillant, l'État mettrait en place le démantèlement avec cette garantie. Le démantèlement, donc, il se passe dans le même sens, finalement, inverse que du montage, démontage des pales, démontage des turbines, démontage des mâts
et enlèvement de la fondation. Alors l'enlèvement de la fondation est différent selon les process, selon les fondations en elles-mêmes. Quand on est sur une fondation telle qui a été posée à Fécamp, par exemple, parc de Fécamp, c'est une fondation gravitaire. C'est un socle de béton posé sur le fond. Il est enlevé. Il est vidé et enlevé et ramené à terre comme il a été déposé en mer. Quand on est sur une fondation monopieux ou multipieux, on va dire que le pieu est découpé à l'intérieur pour qu'en surface, il ne reste rien. Donc, par contre, le fût en lui-même, qui est enfiché dans la roche, reste dans le sous-sol. Et pour venir sur le recyclage même, aujourd'hui, une éolienne, c'est recyclé auprès de 90%. La problématique, ce sont les pales. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a les industriels les industriels turbiniers travaillent sur des pales entièrement recyclables. Et aujourd'hui, le cahier d'appel d'offres, en tout cas l'appel d'offres sur le centre Manchin, prévoyait une partie de la notation sur le fait de pouvoir avoir des turbines dans sa globalité entièrement recyclables. Donc il y a une partie de l'offre, quelques points qui allaient sur ce sujet-là. Alors aujourd'hui, on en est où dans ces pales recyclables ? On a des premiers projets industriels qui sortent avec des pales et il y aura même un test sur le parc du Calvados où il y aura une partie des pales, 10 éoliennes qui seront montées avec des pales recyclables. C'est lancer la filière dans cette dynamique. Sur le raccordement ou sur... pourquoi on n'a pas la même chose entre là et là? Ah si, c'est la même chose, pardon. Sur les... Ouais, le poids des EMR en France. Donc le poids des EMR, c'est des installations, c'est des usines qui se montent partout. Aujourd'hui, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de la décarbonation de notre mix énergétique. L'idée, c'est aussi une indépendance énergétique. Mais derrière ça, la France travaille sur la création d'une filière locale. Alors le problème, c'est qu'on n'est pas partis les premiers en Europe. On a un parc éolien à Saint-Nazaire, là où on a maintenant, je pense, autour de 6200, 6300 éoliennes en mer en Nord-Europe. On n'est pas les premiers. Malgré tout, on a un tiers des usines, ou en tout cas de la capacité de production installée en France. C'est-à-dire qu'on a tellement poussé le système qu'on a une usine de turbines à Saint-Nazaire, une usine de pales à Cherbourg, on a une usine de pales et de turbines au Havre, donc avec 2 entreprises finalement, General Electric et Siemens Gamesa. Et ces 2 usines, ne serait-ce que ces 2 usines, c'est un tiers de la production, des capacités de production européennes en termes de turbines, enfin d'éoliennes en mer. C'est vous dire d'où viendront les éoliennes. Là, par contre, on est sur de la concurrence à l'échelle européenne. Et on peut penser qu'à l'horizon 2028, ça veut dire que 2028-2030, comment aujourd'hui répondent les industriels à l'appel d'offres, c'est en pré-réservation de turbines. Et au vu des développements européens, en Nord-Europe, quand vous voyez les projections de l'Écosse, de l'Allemagne, peut-être de la France, quand je vous disais les 40 gigawatts, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va être difficile, c'est de trouver le turbinier qui va fournir la turbine au même moment, et l'installateur en mer. En 2028-2030, il y aura un vrai bouchon, une vraie difficulté. Et je pense que les réservations qui sont faites aujourd'hui, je ne sais pas si en fait les industriels ont vraiment le choix. Ça se pose la question. Mais on verra ce qu'il en sera. Mais on espère en tout cas que nos usines seront employées à maximum de leur production, et on le pense au vu des développements prévus sur cette technologie. Pour vous donner quelques idées, là c'est La Rochelle, donc c'est déjà des choses qui existent. Hop, je vais trop vite. Là c'est Saint-Nazaire. Là, c'était Le Havre pour les fondations de Fécamp. Voilà, c'est un peu loin la régie du coup. Alors, on l'a vu Siemens Gamesa tout à l'heure. C'est ces jaquettes de Saint-Brieuc qui sont stockées à Brest. Et ça hyper vite.
Ici, Cherbourg, avec le premier stockage des pales qui sortent du chantier. Et puis la suivante, c'est... C'est horrible. Ouais, mais ça... Bon, ben, voilà. Bref, c'est pour donner des illustrations que finalement, même si aujourd'hui, il y a un seul parc qui est sorti de l'eau, les autres sont en construction et ont déjà largement introduit l'ensemble des ports en termes de développement. Aujourd'hui, on regarde le développement de l'éolien flottant et c'est encore une autre dimension portuaire. On pense que le port de Cherbourg, d'ailleurs, aura sa place en termes de production, puisque l'espace déployé sur la rade de Cherbourg, le polder est assez intéressant sur ces technologies. Donc voilà, en termes de développement industriel, c'est une filière qui est quand même dans un bon essor. Et la question de monsieur portait aussi sur la distance aux côtes et la hauteur des éoliennes. Est-ce que ça peut être connu à ce jour? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un permis enveloppe, ce qui veut dire entre 120 et 170 éoliennes. Alors pourquoi 120 et 170? C'est qu'en gros, on prend les deux fourchettes que l'on connaît aujourd'hui. 12 MW, c'est l'usine... 13 MW aujourd'hui, elle est validée en 13 MW, la General Electric 14. non, mais c'est bon. 13 MW, l'éolienne de General Electric qui est développée à Saint-Nazaire avec les pales de Cherbourg. C'est la partie basse de la fourchette. Et aujourd'hui, il y a des sites pilotes à 20 MW, des machines à 20 MW qui sont en cours d'essai. Donc c'est pour ça que cette fourchette, avec le permis enveloppe, permet d'avoir ces deux machines. Une 12 MW, on est à 260 mètres en bout de pale. Et on estime que les projets de 20 MW, on sera à 290, voire 300 mètres en bout de pale. Donc ça a toujours été annoncé aussi dans cette fourchette-là, entre 260 et 290. Le dossier de maître d'ouvrage de 2019 était déjà dans ces eaux-là. Et c'est cette fourchette qui aujourd'hui permet aux industriels une adaptation, comme je vous l'ai dit, à la fois technique, environnementale ou même, comme je l'ai souligné tout à l'heure, peut-être de disposition même de la machine à acheter. Et la distance à la côte, donc ça fait la zone centre-manche est globalement, comme je vais voir tout à l'heure, entre 33 et 47 km des côtes, 33 de Barfleur, quand on est à Tatiou et à 40 déjà, et après on s'éloigne jusqu'à 47 des côtes. Il n'y a que l'espace entre Barfleur et je dirais la pointe de Réville où on est à moins de 40 km. Entre 33 et 40. Merci. Alors, j'aurais bien aimé inviter donc les intervenants de la deuxième séquence et puis qu'on puisse vous redonner la parole juste après, sauf si ça porte exactement sur le même sujet. Oui, alors dans ce cas-là, donnez un micro à madame qui est tout devant. Marie-Laure Villegrain, Fermanville Environnement. Justement, est-ce que c'est véritablement acté la distance de 40 km de Tatiou? Parce qu'on a eu un article dans la presse de la Manche du 5 novembre 2022, donc parlant où Jean-Michel Houllegatte, sénateur, qui exprimait son idée par rapport au vote qui devait avoir lieu au Sénat concernant la distance de ces deux parcs éoliens en mer. Donc c'est réellement acté ou pas cette distance de 40 km? Allez-y. Donc la zone Centre-Manche 1 qui est la plus proche de la côte, en bleu sur la carte, cette zone est dans l'appel d'offres et les industriels ont répondu sur cette zone. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils ont fait une offre, c'est au regard de cette zone. Donc elle est actée, elle ne peut pas s'élargir ou se rapprocher de la côte, si c'est votre question. Donc c'est minimum, comme vous le voyez, 33 km de Barfleur, 40 km de Tatiou, et après autour de 44-47 km des côtes. Donc ça ne peut pas aller plus près des côtes. Si l'industriel décide de mettre sa première éolienne 1 km à l'intérieur, on gagne 1 km. Mais s'il décide de mettre sur la ligne, on est à la même distance. Voilà. Et je prends la question de monsieur, puis ensuite on passera à la deuxième séquence. Et si vous voulez rediscuter de ces éléments, on pourra bien sûr ouvrir le débat dans le deuxième temps.
Oui, monsieur Geoffroy, je voulais que vous nous rappeliez la durée d'un parc éolien avant son démantèlement. Et je voudrais rebondir sur la question sur ce démantèlement. Quelles mesures conservatoires on peut avoir sur le coût de ce démantèlement? On a vu que d'autres industriels, en matière de provisionnement, il y a eu beaucoup de débats entre la Cour des comptes en particulier et d'autres. Et on ne sait pas toujours vraiment ce coût du prévisionnel. Et à terme, donc, quelle durée du parc et le coût du prévisionnel? Est-ce qu'il y a des mesures conservatoires pour pouvoir se garantir de ce démantèlement complet? Merci, monsieur. Allez-y à nouveau. Alors, la garantie, elle est financière, bien sûr. Hein. Alors, je vais vous donner un chiffre. 2 millions d'euros par mégawatt. Donc, une éolienne de 20 mégawatts, ça fait 40 millions d'euros. Mais ça vous donne quoi? Sur des projets à des milliards, c'est pas évident. Alors, il faudrait revenir sur comment je ne peux pas vous justifier aujourd'hui du coût exact. Il a été calculé pour, mais comment je pourrais vous justifier? Je ne vois pas trop comment je pourrais vous justifier le calcul exact. En tout cas, voilà, ce qui a été prévu, c'est d'appliquer les règles du domaine public maritime qui sont très strictes. Un domaine public maritime, il n'y a pas de façon domaine public maritime, il n'y a pas d'autre domaine public qui est géré de façon aussi stricte par l'État. L'inaliénabilité, donc le fait de le remettre en état, est quelque chose qui est travaillé dès une simple autorisation temporaire ou une simple concession, et tout le montage financier des projets est toujours monté dans l'idée de démanteler à chaque fois. Et ce qu'on applique là sur la zone économique exclusive, c'est la même idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a calé 2 millions d'euros par mégawatt pour pouvoir être sûr du démantèlement, soit près de 40 millions par machine. Donc vous multipliez par le nombre de machines que j'ai pu vous donner. Donc si on est sur les 120 machines, ça vous fait la somme globale. La durée d'un parc autour des 30 ans, ce qui est visé, c'est plutôt les 25 ans, mais autour des 30 ans. Et un avis de la Cour des comptes est possible sur ces sujets-là? Alors à terre, mais pas en mer. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'avis aujourd'hui encore. Ouais. Peut-être que... Alors là, c'est des points de vue. Voilà, c'est à chaque fois que on est dans l'appel d'offres et géré par l'État, on est sur la même somme pour tous les parcs. Je vais inviter les deux autres intervenants à rejoindre la tribune, donc Laetitia Savary de l'Adréal et puis Franck David de Géofoam, pour un nouveau temps de présentation donc, sur les études en mer et sur les photomontages. Monsieur David pourra nous apporter son expérience aussi d'autres parcs. Et puis on rediscutera à nouveau, on ouvrira à nouveau un temps d'échange avant de clore la réunion. Alors, moi, j'ai juste présenté au moins Laetitia. Oui. C'est une de mes deux adjointes. Donc Laetitia est en charge du pilotage des études environnementales et des aspects de communication du projet. Donc elle n'est pas du tout du cabinet Biotope qui nous a fait défaut puisque la chef de projet est positive au Covid depuis ce matin. Donc Laetitia qui suit ces projets va pouvoir vous présenter ses études. Alors bien sûr, s'il y a des questions très techniques environnementales, Laetitia n'est pas environnementaliste, contrairement au chargé de projet de chez Biotope. Donc on ne pourra peut-être pas aller au fin fond du sujet. Voilà. Appuyez sur le bouton. Pardon. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais tenter de faire la présentation qu'avait prévue le bureau d'études Biotope, qui est un de nos deux prestataires sur les études environnementales qui se déroulent donc actuellement. Juste prendre en main la petite zappette. Effectivement, c'est pas si simple que ça. Ouais. Pardon. On va y arriver. Voilà. Donc, l'objectif de l'étude, donc, ce sont des expertises qui sont prévues dans le cadre de l'établissement de l'état initial de l'environnement du parc éolien. Donc, elles sont planifiées sur 2 années complètes, donc les années 2021 jusqu'à 2023. Donc, nos marchés ont débuté à peu près au milieu de l'année 2021.
Donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est uniquement la présentation des données sur donc les oiseaux et les mammifères marins, donc les campagnes, les expertises en fait qui sont menées de manière très régulière depuis septembre 2021 via des expertises, des observations en bateau et en avion. Donc on va vous présenter les premières données qui ont été collectées entre septembre, grosso modo 2021, et mai 2022. Donc l'objectif général donc, de cette étude, c'est d'évaluer l'évolution de la fréquentation de la zone Centre-Manche et de sa zone d'influence. On ne se contente pas juste à la zone du parc, on va un petit peu plus loin. Et voilà, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on va étudier notamment l'apparition d'événements périodiques, c'est-à-dire le départ et l'arrivée des oiseaux migrateurs, par exemple. On va essayer de caractériser le plus finement possible leur diversité, donc c'est-à-dire combien d'espèces on va rencontrer, leur abondance, c'est-à-dire combien d'individus de chaque espèce on va pouvoir observer, et également leur répartition en mer, donc voir s'il y a des points de localisation où on observe plus d'espèces que d'autres. En termes de méthodologie, donc en rouge, vous retrouvez la zone Centre-Manche dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc on va avoir des suivis visuels par bateau, donc c'est la partie gauche, et des suivis visuels par avion, la partie droite. Donc pour les suivis visuels par bateau, donc le départ des navires qui sont utilisés se fait de Ouistreham ou de Cherbourg. Ce sont des campagnes qui vont durer 2 jours entiers, et qui vont se réaliser à peu près toutes les 6 semaines, en fonction bien sûr des conditions météo. On n'est pas toujours à 6 semaines pile poil. Donc l'idée, c'est d'embarquer 3 observateurs à bord qui vont être positionnés à peu près 5 mètres au-dessus de la mer, histoire d'avoir une bonne visibilité, et on considère qu'ils ont à peu près une distance d'observation d'environ 300 mètres par temps clair. Donc vous avez une petite illustration en haut de la diapo de gauche, de 2 observateurs en fait, en haut de la plateforme surélevée du navire. Donc le navire va suivre des transects parallèles. Donc ça, c'est l'illustration que vous avez toujours sur la partie gauche. Donc 10 transects parallèles qui sont en fait des lignes droites qui vont être déterminées et suivies via GPS. Et donc au total, voilà, vous voyez bien le mouvement que fait le bateau. On est à peu près sur 219 km au total, donc à couvrir en 2 jours environ. Maintenant, donc sur la partie droite, vous avez l'illustration donc des suivis visuels par avion. Donc on est sur une zone qui est beaucoup plus large. On va largement au-delà de la zone Centre-Manche. Le départ donc des avions se fait de l'aérodrome de Bosse à côté de Rouen. Et là, on est sur une campagne de 1 jour par mois et non plus donc 2 jours pour les suivis bateaux. Vous avez une petite illustration à droite en dessous donc vous avez l'avion, et puis une illustration d'un observateur qui est penché pour réaliser au mieux les observations qu'il peut effectuer. Donc c'est beaucoup moins évident de faire des observations en avion. Et donc vous pouvez le voir penché au niveau d'un hublot bulle, on appelle un hublot bulle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre la tête le plus loin qu'il peut, mais voilà, on a forcément un champ de vision qui est beaucoup plus restreint que quand on est sur un navire. Donc là, les transects qui ont été déterminés, donc les lignes parallèles de la même façon, donc il y en a 15 qui sont orientées de manière un petit peu différente. Là, on est plutôt sur du nord-sud, et ça nous fait un total d'environ 750 km, donc pour un vol qui se fait à environ 180 mètres d'altitude, à une vitesse d'environ 170 km/h. Donc on voit bien pourquoi on a une différence aussi importante de surface balayé entre le bateau et l'avion. Bateau, on est sur des vitesses de 20 à 25 km/h. Il faut déjà environ 2h30 à 3h pour aller jusqu'à la zone. On rappelle que la zone, elle est à plus de 33 km des côtes. Donc voilà, il faut déjà un temps certain pour y aller. Et voilà, d'où la nécessité d'y passer 2 jours, donc idéalement 2 jours consécutifs, et 2 jours de bonne météo
Il est assez difficile de planifier nos campagnes, puisqu'elles sont en fonction, bien évidemment, de la météo. Et puis, voilà, plus on arrive sur des mois d'hiver, plus c'est difficile, dans la mesure où les jours sont plus courts. Donc, ça laisse moins de temps aussi pour les observateurs pour réaliser leur campagne. Donc, on va maintenant passer à rapidement vous présenter les résultats, les premiers résultats donc, de ces campagnes sur les 9 premiers mois. Donc là, on est donc sur les mammifères marins, les campagnes bateaux. Donc on observe essentiellement donc, les espèces du dauphin commun, du grand dauphin, le lagénorhinque à bec blanc, le marsouin commun et le phoque gris. Donc les espèces essentiellement qui ont été observées. Donc là, on voit qu'on a relativement peu d'espèces et très peu d'individus. Vous avez le détail du nombre d'individus observés par campagne dans le tableau tout en bas. On est sur un total de 44 sur les 9 mois, donc c'est vraiment pas énorme. Sur l'illustration de droite, vous avez la localisation des observations de marsouin commun. Voilà, donc on n'a pas forcément grand-chose à en dire. On voit qu'on a de la présence un petit peu partout sur la zone. Voilà, à ce stade, pas grand-chose de plus à dire. Donc toujours sur les mammifères marins, mais les espèces qu'on a observées en avion, donc c'est parfois un petit peu différent. Là, voilà, on retrouve globalement la même chose. Sur les 9 mois, là, on a 74 individus qui ont été observés. Vous avez aussi la répartition en fonction des différentes campagnes. Concrètement, il n'y a pas grand-chose à ce stade à en dire. On peut comparer, donc effectivement, là on a 74 individus pour les observations avions, donc vous avez compris que la zone est beaucoup plus large. On en avait 54 sur les observations bateaux, donc voilà, on n'a pas forcément grand-chose à en conclure à ce stade. Voilà, donc sur l'illustration de droite, vous avez donc la localisation des observations de grands dauphins. Donc on voit qu'on est un petit peu plus à l'est, mais voilà, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage à ce stade. Maintenant, donc on va passer sur les observations des oiseaux. Donc là, on est sur les observations en bateau. Donc la liste des espèces qui ont été observées, donc elle est un petit peu plus grande que des espèces de mammifères marins. Donc plus vous descendez dans la liste, moins on a observé d'individus. Donc essentiellement les espèces qu'on a observées, donc c'est le foot-bassan, le pingouin torda, la mouette tridactyle, goéland. Alors indéterminé, pourquoi ? Eh bien parce que c'est pas forcément évident de savoir quel type de goéland on a à faire quand on est un observateur. Voilà, en fonction des conditions météo, ou parfois, voilà, le goéland, s'il est vraiment loin de la zone sur laquelle on est, bah voilà, on a une case goéland indéterminée comme d'autres espèces indéterminées, parce qu'on n'a pas plus de précision à ce stade. De la même manière, vous avez donc le nombre d'individus observés par campagne. Donc là, on est sur des effectifs qui sont beaucoup plus importants que les mammifères marins. Et donc là, sur les 9 mois de campagne, on est à 3000, voilà, un petit peu plus de 3200 individus observés sur ces campagnes bateaux. À droite, donc toujours sur les illustrations, donc là, on vous a mis la variation saisonnière de la présence des goélands marins. Donc vous avez l'hiver, le printemps et l'été. Donc voilà, c'est en cours. Donc à ce stade, donc pour les goélands, on voit que, on en observe beaucoup moins en été, et c'est tout à fait ce à quoi on s'attendait, puisque c'est la période de reproduction, donc les goélands se rapprochent plutôt de la côte. Et à contrario, en hiver, on a beaucoup plus de fréquentation de la zone centre-Manche. Et ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est une présence qui est liée pas mal aux bateaux de pêche. On peut dire aussi, donc sur le foot-bassan, donc c'est l'espèce qu'on a le plus observée. Donc les effectifs les plus élevés ont été observés entre octobre et janvier. Et également, donc un petit élément qui se dégage, sur la mouette tridactyle, on observe un pic de présence en novembre
Et voilà, on a en fait une abondance d'individus venus du nord de l'Europe en migration qui s'ajoutent aux effectifs locaux. Donc maintenant, si on passe aux espèces observées sur donc les observations avions, donc on est grosso modo sur les mêmes espèces. Donc on a notamment un petit peu plus de mal à différencier les alcidés, donc c'est toutes les espèces du type pingouin. Donc c'est des espèces qui sont vraiment petites. Donc voilà, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. C'est assez difficile parfois de différencier telle ou telle espèce quand on est à distance. Donc sur toujours le même tableau avec le nombre d'individus observés par campagne. Donc là, on est sur un total de 9700 en 9 mois de campagne. Et une question que vous pourriez poser, pourquoi est-ce que, par exemple, sur la 3e colonne, on a 2 chiffres qui n'ont pas été sommés. On a 900, par exemple, plus 9641. Eh bien, en fait, au mois de janvier, on a eu 2 vols qui ont été réalisés parce qu'on n'a pas pu, en raison des conditions météo, sortir au mois de décembre. Donc, on a quand même laissé les 2 valeurs de ce qui a été observé sur les 2 vols du mois de janvier. Et c'est la même chose pour le mois de mars. Donc, à droite, vous avez la répartition saisonnière des alcidés. Alors, indéterminée, c'est ce qu'on expliquait. Donc, on voit grosso modo que les alcidés, donc les espèces du type pingouin, sont présents dès septembre et on a un pic de présence en hiver, plutôt en novembre et en décembre. Un effectif qui est assez élevé en hiver le long des côtes et une diminution en été. C'est ce qui est observé pour ce type d'espèces. Et ensuite, donc, pour les autres groupes d'espèces dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, et puis de manière globale, c'est ce qui se dégage de ces observations, c'est que les individus ont été observés de manière ponctuelle. On n'a pas fait jusqu'à présent d'observation d'oiseaux, de colonies d'oiseaux qui étaient en stationnement sur la zone Centre-Manche. On est plutôt sur des individus qui sont en transit dans notre aire d'étude. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc en conclusion, là on vous a présenté le résultat de nos 9 premiers mois d'études. Donc ce sera bien évidemment à compléter ultérieurement. On a encore quelques mois de suivi à réaliser pour les expertises donc visuelles avions et bateaux. Et donc ces expertises sur les oiseaux et mammifères marins sont aussi complétées par des expertises à la côte, donc des observations depuis le bord de mer, donc des expertises qu'on peut mener de manière beaucoup plus facile et indépendante de la météo. On a aussi des balises télémétriques qui ont été posées sur un certain nombre d'individus, un certain nombre de phoques et de goélands argentés, donc qui ont été équipés au niveau de l'île de Tatillou. On a aussi des dispositifs acoustiques qui ont été posés afin d'avoir un suivi, des précisions sur le bruit ambiant, et ça nous permet aussi de suivre de manière plus précise le comportement des mammifères marins. Sur les chauves-souris, on peut peut-être signaler aussi qu'on a les 2 ferries transmanche qui ont été équipées de détecteurs de chauves-souris de manière à essayer d'avoir une vision plus précise de la présence ou pas de chauves-souris en mer et à quelle distance. Donc ça, ce sont des résultats qu'on aura prochainement. Voilà, donc ce qu'on pouvait vous dire, le rapport, un premier rapport intermédiaire dont je vous ai parlé, vous pouvez retrouver ça sur le site Éoliennes en mer. Alors on n'a pas mis le site internet, mais vous pouvez le retrouver. C'est le site Éoliennes en mer où on met pas mal de choses et notamment les supports de la réunion d'aujourd'hui. Voilà, merci. Merci. Et alors avant de vous redonner la parole, j'aimerais aussi qu'on ait, après cet éclairage sur l'environnement, un éclairage sur les aspects visuels avec Franck David de Géofoam qui va nous parler des photomontages. Donc voilà, ça devrait être assez bref. Je vais juste compléter par ce qui est à l'écran. Ce sont bien les mesures télémétriques dont parlait Laetitia. On a sur la partie gauche les mesures télémétriques qui ont été faites sur les fautes gris de l'estuaire de Seine. C'est la première fois qu'ils sont télémétrés.
Donc on a en haut un mâle et en bas une femelle qui est partie jusqu'en Angleterre. Sur l'autre partie de l'écran, ce sont les goélands argentés que le GONE a balisés également, la colonie de Tatiou. Et on voit leur déplacement sur l'espace normand. Donc bien sûr, ce sont des rapports intermédiaires. Aujourd'hui, ça ne donne pas tout. Il y aura encore des animaux qui seront certainement balisés, notamment au niveau des phoques, puisqu'il n'y en a que 2 aujourd'hui. Il était prévu qu'il y en ait au moins 5. Ça donne des indications finalement. Alors, il y a les études, il y a les suivis en mer, bateau, avion. On y rajoute du télémétrie. Pour les mammifères, on les écoute sous l'eau, à la fois par des bruits ambiants, à la fois par des détecteurs qui détectent les clics. Donc c'est un ensemble d'études qui à la fin permet de déterminer ce qui se passe sur la zone. C'est jamais une seule et unique étude en elle-même, mais c'est une somme d'études qui permet de déterminer les enjeux sur la zone. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Donc, Monsieur David, et puis j'ai bien noté, Madame, vous aviez une question, je vous donne la parole juste après. Bonsoir, Franck David, Géophone. Donc c'est nous qui avons réalisé les photomontages que vous avez peut-être déjà vus, Centre Manche 1 et Centre Manche 2, soit imprimés, soit sur Internet. Alors nous pour placer Géophone, nous réalisons que du photomontage éolien et principalement terrestre, mais par extension, nous avons travaillé sur plusieurs parcs en mer. Alors je vais vous expliquer la méthodologie assez rapidement pour ne pas vous submerger par la technique, pour y poser des questions ensuite. Je vais vous donner quelques clés de repère et de compréhension sur les photomontages, notamment avec la courbure terrestre, la visibilité et puis des repères de hauteur apparente. Alors le photomontage, en préalable, un petit rappel sur ce qu'est un photomontage et le but d'un photomontage. Donc c'est un outil d'aide à l'évaluation des effets visuels de l'installation dans le paysage. Donc il doit, pour être utile, il doit représenter un nombre important de situations, que ce soit en point de vue ou en situation météo, en tout cas suffisamment nombreuses pour dresser une situation, pour donner à voir en tout cas différentes situations de visibilité du projet, pour que chacun puisse se forger une opinion sur l'effet paysager. Alors, il doit être réaliste, évidemment, il doit être précis au niveau de sa géométrie. Les éoliennes doivent être bien placées et de bonne dimension. Et surtout, aussi, il doit être observé suivant des règles précises. J'y reviendrai. Les photomontages doivent être présentés et regardés suivant des règles assez précises, très précises. C'est un outil, il est utile et indispensable, je dirais, mais il a aussi ses limites. Il ne pourra pas représenter toutes les situations de point de vue, de météorologie, d'orientation des rotors, de soleil, etc., qu'une installation réelle pourra produire in fine, quoi. Et c'est un document numérique, alors soit imprimé, soit sur Internet, mais qui ne remplacera jamais une observation en situation réelle. Ça, on y reviendra à la fin de ma présentation par rapport au parc de Saint-Nazaire qui aujourd'hui est en place. Alors, rapidement, je vais aborder ces points qui sont à l'écran. Donc, la prise de vue photographique. Alors, d'abord, le choix des points de vue, mais ça, nous est imposé par le maître d'ouvrage. La prise de vue photographique, la création du modèle 3D, puisqu'on va travailler avec un logiciel 3D pour modéliser les éoliennes et leur environnement. Le calage des caméras, le rendu photoréaliste et la présentation des photomontages. Alors, la prise de vue. Alors, on utilise un appareil réflexe de haute résolution. Là, en bas de l'image, vous voyez une portion du panorama qu'on va produire. On va travailler à partir d'un panorama 360 degrés constitué d'un ensemble d'images qui sont cousues les unes aux autres. Là, vous voyez en couleur les 2 photographies qui sont contiguës. Donc, depuis ici le phare de Gatteville. Le modèle numérique. Alors, le principe du photomontage, c'est de reproduire ce que l'on voit en réalité à travers un logiciel 3D. Donc, la photographie in situ, c'est la réalité. Ensuite, on va créer un modèle 3D qui comprend l'environnement topographique et l'installation éolienne. Et
et dans lequel on va placer des caméras virtuelles aux endroits où on a pris les photographies réelles. Et tout le but, ce sera de croiser les deux images, celle qui est la réalité, la photographie, et celle qui va produire l'image de synthèse au même endroit. Et les éléments qui nous permettront de superposer les deux images, ce seront les éléments qui existent dans les deux images, c'est-à-dire en général des repères tels que les phares, les feux, les pylônes, les châteaux d'eau, tous les éléments construits qui seront visibles dans la photographie. Alors là, vous voyez qu'une portion de l'image, mais il faut penser que cette image, elle existe sur 360 degrés, donc on peut utiliser les repères en arrière-plan. Une fois que ces deux images se superposent, la photographie et l'image de synthèse, on sait que nos éoliennes sont bien placées à la bonne position et font la bonne taille. Ça, c'est important. Je vais très vite, parce que c'est très technique. Alors, sur le photomontage, il y a l'aspect géométrie là, qui découle de cette superposition dont je viens de vous parler. Donc là, il n'y a qu'une seule vérité. Les éoliennes sont à un endroit, celles qui correspondent aux coordonnées qu'on nous a communiquées. Et les éoliennes font la taille des éoliennes modélisées conformément aux éoliennes prévues. Ça, c'est l'aspect géométrie. Il y a l'effet de la courbure terrestre qu'on verra tout à l'heure qui est aussi pris en compte dans ce modèle géométrique. Et puis il y a le côté rendu visuel, ça c'est le côté lumière, je dirais, météo. Alors là c'est beaucoup plus complexe et compliqué de faire quelque chose qui soit infaillible, puisque là c'est des modèles mathématiques qui vont calculer le rendu. On peut simplement dire que ces modèles s'appuient sur la position du soleil au moment de la prise de vue et le type de lumière. Donc vous voyez sur cette diapositive, on a deux extraits de photomontage. On a en haut un extrait où on voit les éoliennes qui sont plutôt claires, c'est-à-dire qu'elles sont éclairées, le soleil éclaire les éoliennes de face, je dirais. Alors que dans le second extrait au-dessous, on a un contre-jour, donc les éoliennes vont apparaître de façon plus sombre dans l'image. Donc, ça, c'est le grand paramètre. La lumière, c'est le grand paramètre qui est utilisé pour faire ces rendus. Ensuite, il y a l'opacité atmosphérique qui va être réglée suivant les conditions de visibilité de la prise de vue qui sert à produire le photomontage. Donc là, on va avoir un réglage qui va faire en sorte que les éoliennes, avec la distance, perdent de leur visibilité. Voilà. Après, le rendu, l'image de synthèse, le rendu photoréaliste a aussi ses limites. Comme je l'ai écrit sur cette diapositive, il ne va pas pouvoir produire des effets d'ombre de nuages, de variations qui sont fines, et donc de prendre en compte, in fine, tous les paramètres de la météo de la photographie. Donc de ce côté-ci, on a une approximation. Ce qu'on peut dire en conclusion du rendu, c'est que plus les éoliennes vont être contrastées avec la couleur du paysage, plus elles seront perceptibles. Donc des éoliennes claires sur un fond sombre, par exemple un paysage orageux qui est sombre avec des éoliennes éclairées, vous l'avez peut-être déjà vu sur des situations d'éoliens terrestres, on va avoir des éoliennes très visibles. En revanche, des éoliennes claires sur un fond clair, elles vont être moins visibles. Et inversement, des éoliennes sombres sur un fond sombre seront moins visibles et sombres sur un fond clair seront plus visibles. Voilà. Ça, c'est les principaux éléments qui vont présider à la visibilité. L'opacité atmosphérique intervient beaucoup puisque sur des distances importantes comme on a ici, qui est de l'ordre de 37-40 km pour l'éolienne la plus proche, on a un fort effet de l'opacité atmosphérique. Alors, je vais faire un petit point sur la courbure terrestre qui est très importante dans la situation que l'on a ici, compte tenu des distances en jeu. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir sur l'illustration du haut la courbure terrestre, donc, qui est illustrée par cette courbe, le sol courbé. Vous avez deux points d'observation, un qui est au sol à gauche en bas du phare et un qui est en haut du phare. Et vous voyez que la ligne qui vient tangenter la courbure terrestre va avoir un point de tangence qui est l'horizon. Donc si on est au niveau du sol, on va voir que l'horizon est assez proche de l'observateur. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui est sur la plage, 1,70 m, la ligne d'horizon c'est 4,7 km. Ça veut dire qu'au-delà de la ligne d'horizon,
vous commencez à voir disparaître les objets qui se trouvent derrière cette ligne d'horizon, progressivement. Donc là, on voit sur cette illustration que si l'on est en haut du phare, la ligne d'horizon est plus éloignée et du coup, la partie masquée, projetée sur le bas de l'éolienne, est plus faible. Donc plus on est à distance égale, plus on est bas, plus on aura un masque visuel important dû à la courbure terrestre. Au-dessous, j'ai mis une représentation qu'on appelle filaire. C'est un extrait de Gatteville, vue de Gatteville, où j'ai fait apparaître toutes les éoliennes, enfin pas toutes les éoliennes, une partie des éoliennes, mais dans leur intégralité, c'est-à-dire au-dessus de la ligne d'horizon, c'est la partie qui sera potentiellement visible, et au-dessous de la ligne d'horizon, c'est la partie qui sera masquée par la courbure terrestre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu petit, mais on voit que les éoliennes, alors toutes les éoliennes ont une partie masquée, parce que toutes les éoliennes sont suffisamment loin, sont derrière la ligne d'horizon, et on voit que les éoliennes les plus petites sont plus masquées que les éoliennes les plus grandes, parce qu'elles-mêmes sont encore plus loin, donc plus elles sont loin, plus elles sont masquées. Dans les cadres, on voit partie masquée, minimum 49 mètres, donc ça correspond à l'éolienne la plus proche, maximum 187 mètres, ça correspond à l'éolienne la plus éloignée. Donc si on a une hauteur d'éolienne de 275 mètres, donc si on fait la différence, on a une éolienne visible au plus proche de 226 mètres et 88 mètres pour la plus éloignée. Alors ça, c'est une implantation fictive, hein. Ce n'est pas forcément l'implantation qui sera retenue in fine, c'est l'implantation qui a été utilisée dans les photomontages. En bas à droite, vous avez un petit tableau qui vous montre l'évolution de l'effet de la courbure terrestre avec la distance à 20, 40, 60 km. Vous voyez, là j'ai mis pour un individu qui est sur la plage à 1,80 m, à 20 km, on a 18 mètres de masqué, à 40 km, 97 mètres, et à 60 km, 239 mètres. Donc vous voyez, plus les éoliennes vont être éloignées, plus la partie masquée va être importante. Alors, la présentation des photomontages, comme je vous le disais tout à l'heure, la présentation, je dirais, c'est presque aussi important que le photomontage lui-même. Pour restituer l'information au plus près de la réalité, l'idée est de recréer une partie de la sphère, ce qu'on appelle la sphère visuelle, ce qui est illustré par le petit bonhomme qui regarde dans une sphère. Donc, c'est comme si autour de nous, on imaginait qu'on a une bulle et sur laquelle on viendrait tapisser l'image qui nous entoure. Et bien, avec le photomontage, on va tenter de faire la même chose sur une portion de cette sphère. Donc ce sera le photomontage et il doit être observé à une distance qui est relative au champ visuel et à la taille du support. Par exemple, le support grand format qui est derrière vous, vous pourrez aller voir à l'issue de cette réunion, qui est représenté en bas de cette image. Il fait 3 mètres linéaires, il couvre 180 degrés et il faut se placer à 1 mètre du photomontage, et quand vous tournez la tête, vous observez les éléments comme si vous les observiez en réalité sur le quai de Barfleur, c'est ça. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir superposer le photomontage à la réalité et que l'image perçue corresponde exactement à la réalité. Donc ça c'est important, on appelle ça la distance orthoscopique, qui est donc la bonne distance à laquelle regarder le photomontage. Alors, on a différents types de supports, on a produit différents types de supports. On a, qui est le meilleur support, je pense, pour restituer la réalité, c'est ce support hémicylindrique qui se trouve au fond de la salle, donc qui permet de restituer au mieux cette représentation cylindrique. Donc on a un côté un peu immersif. On a aussi produit des cahiers de photomontage imprimés, il y a un exemplaire sur une table, et puis les supports web que vous avez peut-être déjà visités pour les deux, pour Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2. Supports web qui sont intéressants puisque là, vous avez aussi une bonne restitution du photomontage. On a parfois même une meilleure restitution que sur des documents imprimés qui pour des grandes distances comme on a aujourd'hui, on atteint les limites des capacités d'impression, notamment pour les cahiers où les détails sont un peu érodés. Sur cette diapo, on a les supports que je vous ai présentés à l'instant. Alors, je voulais vous parler de la hauteur apparente, la hauteur perçue, pour vous donner quelques éléments
d'évaluation à quelle hauteur seront perçues les éoliennes en question. La hauteur apparente, il s'agit de la hauteur d'un objet perçu, quelle que soit sa taille, perçu par un individu situé à une distance X, je dirais. Donc vous voyez que sur cette diapo, les éoliennes de hauteur égale, suivant leur distance, elles vont être perçues plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Plus on s'en éloigne, plus elles sont perçues petites. C'est la hauteur apparente. Donc je ne sais pas si j'aborde cette diapo maintenant ou si. Bon. Alors, c'est compliqué. Ouais. Je crois qu'il y aura des questions, peut-être aller à la conclusion, puis ensuite on donnera la parole. Ouais. D'accord. Alors, je vais en venir rapidement au comparatif. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un parc éolien en mer qui s'est construit et qui est opérationnel depuis la semaine dernière. C'est le parc du banc de Guérande à Saint-Nazaire. On a commencé un travail avec EDF de refaire les prises de vue au point de vue qui ont été utilisées en 2012 pour réaliser les photomontages à l'époque. Donc c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas terminé. Là, je vais simplement vous présenter deux points de vue relativement proches et emblématiques de ce projet, où on a comparé le photomontage de 2012 avec la prise de vue qui a été faite au mois de mai. Toutes les éoliennes n'étaient pas installées au moment de la prise de vue, mais certaines et suffisamment pour faire déjà un premier travail de comparaison. Donc vous voyez là, Vigie-la-Romaine, on a sur la partie gauche le photomontage qui avait été fait en 2012 et à droite la photographie réelle. Alors là, on voit assez nettement que le photomontage n'a pas minoré les effets visuels, que les éoliennes photomontées sont plus visibles que les éoliennes photographiées. Voilà. Bon, après, c'est un travail qui vaut ce qu'il vaut parce que les conditions météo ne sont pas forcément identiques. Hein. C'est très compliqué même de les mesurer déjà et de les reproduire encore plus. Mais on était dans les deux situations dans des conditions météo, je dirais, analogues quand même, avec un bon niveau de visibilité. Donc là, on voit qu'on voit très bien les tours du parc construit, mais par contre, on voit très peu les retors. Un deuxième point de vue qui, cette fois-ci, n'est pas en contre-jour. La slide précédente vous montrait une situation contre-jour. Là, on a un éclairage plutôt de face, donc les éoliennes plutôt claires. On est à Sainte-Marguerite, à 17 km. Encore une fois, sur cette prise de vue, les photomontages montrent des éoliennes plus visibles que la photographie réelle. Voilà. Donc, le EDF souhaitait faire ce travail-là pour vérifier la fiabilité des photomontages. Pour l'instant, le travail réalisé s'est avéré plutôt positif pour cette question-là, mais c'est un travail qui se poursuit. Voilà. Merci. Merci. Alors, il y avait une question de madame qui a attendu pour pouvoir la poser. Est-ce qu'on peut lui apporter un micro tout devant? Et puis après, il y a monsieur derrière et madame ici. Et je reprendrai une deuxième salle de questions. Donc il y a madame tout devant avec le foulard rose. Merci. Je voulais revenir sur la présentation de madame au sujet des études qui sont faites sur les oiseaux. Nous sommes dans une zone classée par la directive européenne Natura 2000 oiseaux, directive oiseaux. Donc, est-ce que ça vous impose une réglementation particulière ou une législation à respecter? Merci pour votre question. Il y avait monsieur avec le pull noir au fond qui lève la main. Si vous pouvez vous présenter, monsieur, je crois qu'on ne t'a pas encore entendu. Jean-Marc Joly, je suis naturaliste amateur associatif. Je reviens aussi, moi, sur l'étude en ornithologie, que je ne vous cache pas mon inquiétude, je la trouve extrêmement légère. Elle est cantonnée à quelques journées d'observation par des observateurs dont je ne doute pas de la compétence. Elle occulte complètement les données de passage d'oiseaux qui se déroulent la nuit. En ce moment même, des oiseaux migrateurs passent et nous viennent des pays scandinaves, des pays de Grande-Bretagne, par centaines de milliers. C'est complètement occulté. Et ça m'inquiète un petit peu, je ne vous cache pas. On n'a aucune idée non plus, aucune information sur, une fois que le parc sera en place, sur les conséquences que pourront avoir. J'imagine que les éoliennes seront éclairées, signalées.
Et donc, on n'a aucune information là sur l'impact que ça pourra avoir sur les oiseaux, étant donné qu'on sait déjà que beaucoup d'oiseaux migrateurs qui migrent la nuit sont attirés par les phares. J'ai fait de multiples campagnes d'observation d'oiseaux à Ouessant et dans d'autres lieux où il y a des phares en action. Et on s'aperçoit le matin qu'on a au pied du phare énormément d'oiseaux migrateurs qui stationnent ou qui ont percuté les phares. Donc, une inquiétude au niveau de la légèreté de cette étude, qui est aussi confortée par le fait que je n'ai vu nulle part une prise en compte de toutes les données accumulées par le monde associatif de manière très rigoureuse depuis des dizaines d'années, des données d'observation. Alors, c'est aussi valable pour les mammifères marins. Je pense à des associations locales qui ont mené pendant des années des enquêtes auprès des plaisanciers dans cette zone sur les observations qui ont pu être faites. D'où, d'une manière générale, pour les mammifères et les oiseaux, des chiffres ridiculement bas qui nous sont présentés par le bureau d'études. Et je pèse mes mots, ridiculement bas, parce que c'est vraiment à des échelles beaucoup plus importantes que les oiseaux sont concernés par cette zone et les mammifères marins par ailleurs. Voilà, c'est tout, c'est ma réaction à chaud. Merci pour vos questions. Je suis très inquiet. Merci. On va vous apporter peut-être des éléments de réponse. Il y avait madame juste là. Oui, bonjour. Véronique Leroux du GRAP, Groupement Régional d'Associations de Protection de l'Environnement. Donc on parle en effet beaucoup de préservation de la biodiversité, ce qui est bien sûr pertinent. Mais alors je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée sur la perte de biomasse sur les oiseaux et les perturbations sur les écosystèmes? Est-ce qu'il y a eu des... Merci madame. Je propose de donner la parole à la tribune et j'ai vu que monsieur, vous aviez une question, monsieur aussi, je vous redonne après la parole. Bien, vous... Oui, donc, pour madame, tout d'abord, on n'est pas en zone Natura 2000, à 33 km de Barfleur, on n'est pas en zone Natura 2000. Natura 2000 est très côtier autour de Tatiou, oui, Pointe de Serre, Tatiou, et voilà, on est en dehors de la zone. Dans tous les cas, Natura 2000 n'interdit pas le développement. Il donne des contraintes supplémentaires d'usage de la zone. Voilà. Mais là, on est en dehors de toute façon, donc ça ne s'applique pas. Mais voilà, c'est ce premier élément. D'un, on est en dehors de la zone. Et de deux, si on l'était, Natura 2000 n'interdit pas les autres usages. Il en contraint la mise en œuvre. Voilà. Mais là, on est en dehors, donc il n'y a pas de question. Sur les aspects méthode, la méthodologie qui a été imposée, on va dire, à nos bureaux d'études, ont été discutés avec les scientifiques des matières en question au sein de plusieurs réunions. Alors, plusieurs réunions au sens l'État, donc l'ADREAL aujourd'hui ici et nos collègues à la Direction générale de l'énergie, on se considère en tout cas non sachant, même si on a des techniciens, des ingénieurs techniciens dans cette matière. On s'est donc appuyé à la fois sur ce qu'on appelle des assistances à maîtrise d'ouvrage, des sachants extérieurs, donc des marchés publics extérieurs, mais à la fois aussi sur les experts de nos universités et de nos établissements publics. C'est eux-mêmes qui ont mis en place, qui ont corrigé les protocoles proposés par nos prestataires, donc Biotope et vous voyez Ciné, et qui ont, je dirais pour cette étude, je ne sais plus quel mot a été employé l'autre jour, mais on se retrouve avec quelque chose qui est très très loin d'une étude pour un projet, mais qui est quasiment de la recherche en termes de développement sur la zone. C'est vrai que je n'ai pas la diapo avec tous les points ou tous les lieux où on va sur cette zone maritime entre les traits de chalut, les capteurs hydrophones, les points de relevé de capteurs d'eau, la qualité du benthos, de ce qui se passe sur le fond de l'eau, la qualité de prélèvement des sédiments, tous ces points de surveillance et de présence. Sur les chiffres que vous opposez aujourd'hui, ce qui est juste présenté, ce sont des études d'observation. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
une étude d'impact, en tout cas une définition des enjeux sur la zone, s'incrémente de plein d'autres données. Aujourd'hui, c'est juste ce qui a été vu par bateau et par avion. Je vous ai dit, pour le mammifère marin, il faut y ajouter tout ce qui est acoustique, à la fois ce qu'on appelle les CEPOD, ce qui étudie les clics et les différents types de clics. Est-ce qu'on est dans une chasse, est-ce qu'on est dans une présence, un passage, et quel animal est présent. À la fois les bruits acoustiques, tout ce qui se passe en mer, et à la fois aussi toutes les études bibliographiques ou des études complémentaires. Ce qui ne vous a pas été présenté par exemple là, c'est que on a fait une nouvelle fois évoluer notre marché environnemental pour pouvoir participer à un autre programme d'observation par les airs, notamment, de façon digitale. Donc là, on est à haute altitude, on considère à plus de 300 mètres. C'est cette fois-ci un système automatique qui prend les vues et les photos, et c'est une intelligence artificielle qui les analyse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on veut calibrer si ces outils sont aussi performants, voire plus performants que l'observation, par exemple, humaine sur la zone. Donc on participe à ce programme de recherche. Donc là où il y a un vol, là où il y a 2 vols, je crois que c'est un vol tous les 2 mois, c'est ça? Un vol tous les 2 mois. En même temps, on a l'avion qui observe et en même temps, on a l'avion à haute altitude qui prend ses vues et ses photos et qui analyse et qui, après coup, analyse. Sur le passage des oiseaux de nuit, c'est un souci. C'est un souci, la zone est trop loin. On ne peut pas faire d'observation terrestre. Les spécialistes qui accompagnent Biotop, qui sont le GONE, le groupe ornithologique normand par exemple, considèrent aussi que nos points d'observation à la Terre sont trop loin de la zone pour pouvoir estimer l'ensemble des migrations. Alors ce que nous on prévoit, et là on est dans la recherche et développement encore une fois, c'est l'utilisation d'une bouée en mer avec un système radar. Et aujourd'hui cette bouée elle est en calibrage. Aujourd'hui cette bouée on devait passer la commande au mois d'octobre. On a repoussé notre commande au mois de mars, parce que normalement, au mois de mars, l'outil devrait tourner. On vient d'apprendre que là, le radar ne marchait pas bien, il y a eu un souci, il est en recalibrage, et on espère. Et ça, c'est un petit billet d'1,5 million. Une bouée d'observation des oiseaux en mer, c'est un petit billet d'1,5 million. Et on fera cet effort d'aller développer cette bouée, de participer à son développement, pour acquérir de la connaissance en mer des migrateurs. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre outil au vu de la taille de la zone, au vu des conditions météo sur la zone, pour aller plus loin. On développe un autre projet en Méditerranée, Migralion, qui se base sur un radar, sur un bateau en mer, mais c'est encore de l'expérimental, c'est en cours. Et on espère faire une autre étude Migratlante, je crois, Migratlante, qui est une des études que l'on mène de façon générale sur l'ensemble des projets éoliens au titre de l'Observatoire de l'éolien en mer. C'est un programme de 50 millions d'euros de recherche sur la connaissance en mer pour développer de nouveaux outils d'observation. Mais oui, vous avez aussi abordé les aspects éclairage. Aujourd'hui, l'éclairage qui était prévu sur les premiers parcs éoliens, par exemple, c'était toutes les éoliennes éclairées. Et au titre des aspects paysagers et même de la vie faune principalement, on s'est aperçu que oui, il y a de la photoattraction, ce qu'on appelle la photoattraction. Et aujourd'hui, donc, on est dans un système qui a été défini en 2018, après les premiers débats publics, après les retours du public, la direction de l'aviation civile, puisque c'est bien quelque chose qui est fait pour les avions à l'origine, a travaillé sur ce projet et a diminué l'éclairage. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on est à de l'éclairage des angles du parc, et je crois que c'est tous les 2000 nautiques, un éclairage intermédiaire pour l'éolienne qui se trouve à cette position-là. Donc on est en diminution d'un facteur. Les angles ils sont normaux et le facteur intermédiaire il est par 10, par 100. 200 candélabres contrairement à 2000 candélabres pour les angles. 15% des éoliennes qui sont balisées contrairement aux 100% précédemment. L'étape suivante, le travail, c'est pour un parc au large, c'est quasiment plus de balisage aérien. On serait au déclenchement du passage de l'avion, soit par détection, soit par volonté de l'opérateur de l'avion de déclencher. Comment on fait quand vous atterrissez sur un aéroport de nuit? Vous avez une fréquence, vous tapez sur cette fréquence, l'aéroport s'allume et vous n'avez plus qu'à atterrir ou aller faire le plein. C'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'utilisent les hélicos de sauvetage lorsqu'ils sont en opération. On n'a plus besoin d'aller réveiller quelqu'un sur un aérodrome.
l'hélicoptère se présente, tape 3 fois sur sa fréquence, l'aéroport s'allume, il peut aller faire son plein avec sa carte bleue. Donc c'est le même principe. Aujourd'hui, la direction de l'aviation civile travaille à ce système. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce système? Mais c'est en cours de... Mais c'est toujours dans la dynamique, c'est pas encore arrêté. Aujourd'hui, on est déjà sur 15% d'éclairés par rapport à 100% auparavant et avec un niveau... alors je vais dire 10 fois moins, mais je crois qu'en aperçu, c'est au-delà que 10 fois moins de candidats. On a encore pas mal de questions et plus beaucoup de temps, je vous presse un petit peu. Voilà, donc en tout cas, et comme vous le voyez tout à l'heure, c'est par exemple sur les études liées aux mammifères marins, c'est bien les spécialistes qui sont en charge de l'étude, c'est l'Université de La Rochelle. C'est les seuls spécialistes sur les mammifères marins, c'est eux qui sont en charge des études et c'est eux qui seront en charge même de critiquer. Alors ils ont deux pendants, ils critiquent aussi les aspects études globales et sur le bagage, sur le fait de pouvoir mettre des instruments, il n'y a quasiment qu'eux qui sont autorisés à le faire puisque c'est une dérogation pour pouvoir avoir accès aux espèces et pouvoir les baguer. Donc c'est les meilleurs spécialistes, en tout cas universitaires, qui travaillent sur ces études. Et Madame posait la question de la perte de biomasse et les impacts sur la biodiversité. Alors je pense à la mise en service. Mais... Alors la perte de biomasse et la préservation de la biodiversité. Toute action humaine, quelle qu'elle soit, a un impact sur l'environnement. Ça c'est déjà clair. On est là ici, on a allumé, on a des chaises en plastique, on s'est déplacé, on a un impact sur l'environnement. L'homme a son propre impact sur l'environnement. Donc déjà, c'est la base de même. La première atteinte de la biodiversité, c'est le changement climatique. C'est ça la première cause de la chute de la biodiversité. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être observé un petit peu cet été, ne serait-ce qu'au niveau de ce qui s'observe facilement, c'est-à-dire de la végétation, c'est vrai que quand on travaillait sur les aspects paysagers, je disais, mais de toute façon, le paysage, dans 10 ans, nos feuillus ont disparu. On peut se poser la question de ce qui va réellement repousser au printemps prochain, au vu de ce qui est annoncé sur le sujet de l'arboriculture. C'est bien ces notions et cette lutte contre les effets du changement climatique qui est nécessaire. Aujourd'hui, la seule et unique solution, donc, c'est d'éviter que du CO2 soit relargué un maximum dans... C'est pas le changement climatique qui est la chute de la biodiversité. D'accord, on s'en fout. Donc... Est-ce qu'on le connaît pour l'impact? Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'étude d'impact. C'est ça la réponse. Voilà, puisqu'on est en train de définir l'état des lieux pour pouvoir mesurer ces effets. On est en train de mesurer l'état des lieux pour regarder ces effets sur les effets des éoliennes sur ce qui existe. Aujourd'hui, c'est de définir ce qui existe. Si vous reprenez le rapport intermédiaire sur les observations aériennes ou navires, ce qui est noté dans ce rapport intermédiaire, c'est la projection par rapport aux hauteurs de vol. C'est-à-dire qu'on a les hauteurs de vol qui ne vous ont pas été présentées, des animaux sur la zone. Et donc, vous avez la hauteur de vol en représentant et en face l'éolienne. Alors, ça ne veut pas tout dire. Vous avez des animaux, vous avez des oiseaux qui évitent les champs d'éoliennes. Vous avez les oiseaux qui rentrent dans le champ, évitent les pales, et vous en avez d'autres qui, eux, ne savent pas l'éviter. Alors, à terre, par exemple, l'idée qui me vient tout de suite, c'est les rapaces. Les rapaces ne voient pas les éoliennes, parce que le rapace, il regarde par terre. En mer, aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée donc, sur un parc en Angleterre et qui est la base aujourd'hui des travaux qui sont menés sur les effets. On sait quel type d'oiseaux se comportent dans les 3 manières dont je vous ai cité tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, au vu des observations, on connaît leur niveau de vol, on connaît la manière dont ils réagissent aux éoliennes et donc on pourra mesurer un effet. Mais aujourd'hui, on est bien dans l'état des lieux, définition de l'état des lieux, 2 ans d'études sur l'ensemble des compartiments que vous avez ici, pour définir cet état des lieux, et après seulement les effets du parc sur l'état des lieux. Ce qui doit permettre, à la fin, d'obtenir des autorisations pour construire le parc. Alors attendez, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs personnes qui avaient déjà levé la main, et j'aimerais bien en prendre quelques-unes, et on s'achemine aussi vers la clôture de la réunion. Donc il y avait monsieur devant et monsieur derrière. Allez-y, commencez, monsieur, et puis revenez devant. Non, le monsieur qui n'a pas posé de question, parce que moi j'en ai déjà posé une. Il a déjà posé une question aussi. Pardon, d'accord. Excusez-moi. Donc, 4 points rapides. Donc, pour le premier, donc,
Le ministère de la Transition écologique et RTE, porteur, maître d'ouvrage, avait-il dans leur service des personnels compétents pour faire le travail de Biotope, qui est une société privée, je crois? Ça, c'est ma première question. Donc, pour éviter, si tel était le cas, si les compétences étatiques existaient, est-ce que, pour faire des économies pour le contribuable, ça n'aurait pas été si mal? Je dis si, parce que ça, je n'ai pas la réponse. Vous allez me la donner, je pense. 2, le coût de ces études. 3, le coût de ces études, marché public passé entre l'État et Biotope. 3, concernant le document toujours que j'ai repris, c'est marqué que la campagne... Donc les observations de la faune concernées ont débuté à l'été 2021 et comprennent plusieurs campagnes sur 2 ans. Et après, qu'en est-il? Et dernière chose, pourriez-vous nous faire un point rapide sur, toujours sur le document? L'État a lancé les études techniques sur le milieu marin concernant vent, hydrographie et géologie. Un point rapide. Merci. Merci, monsieur. Alors, ce dernier point, ça mériterait presque une réunion à elle seule. Alors, monsieur Devant. Oui, 2 petites questions pour monsieur David. Vous avez parlé d'opacité. Vous n'avez pas introduit le terme réfraction atmosphérique, qui change beaucoup. Ça, c'est pour le technique. Et l'autre question technique, c'est sur, justement, on en parlait sur la migration des oiseaux. Est-ce qu'on a un retour sur d'autres parcs, notamment sur... alors, tout à l'heure, on a parlé de courant continu et de courant alternatif. On a parlé de champs magnétiques. On n'a pas parlé des champs magnétiques. La capacité de 150 éoliennes qui ont un champ magnétique, est-ce qu'il y a un carlindage, un blindage suffisant pour éviter, justement, peut-être de perturber ces courants? On sait que les oiseaux se déplacent en suivant les lignes du champ magnétique. C'est quand même une zone importante et qui peut avoir une incidence sur le déroutement de ces oiseaux. Merci, monsieur. Alors, je vous invite à faire des réponses brèves, autant que possible. Alors, la réfraction atmosphérique a été prise en compte dans les photomontages. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais elle a été prise en compte. Après, l'effet est relativement limité quand même. Bon, pour le reste de la salle, la réfraction atmosphérique va tendre à faire augmenter la taille des éoliennes. Elle va un petit peu contrebalancer la courbure terrestre. Mais c'est assez peu sensible. Et c'est un phénomène qui a lieu en fonction des températures, pression atmosphérique. Donc c'est un phénomène très particulier. Voilà. Et sur le coût des études, est-ce que vous avez du personnel capable de faire le travail de Biotope en interne? Alors, non, on n'a pas de personnel capable de faire ce travail en interne et Biotope non plus. Alors, voilà, je fais les yeux. Quand je vous ai parlé de, par exemple, le GONE, le groupe ornithologique normand, qui va être pris pour travailler pour Biotope, et c'est pareil sur les autres compartiments. Il y a des spécialistes qui sont derrière pris pour chacune des thématiques. Ils vont chercher à chaque fois le spécialiste de la thématique pour pouvoir faire. Ils sont des agenceurs et ils mettent en place tous les moyens nécessaires pour que ces spécialistes puissent travailler et puissent produire le suivi, en tout cas l'état des lieux. Alors bien sûr, en interne, ils ont quelques compétences. Ils ne sont pas que agenceurs, ils ont leurs propres compétences, notamment d'analyse des données. Ils ont des environnementalistes qui va permettre de monter le dossier et de mettre en corrélation toutes les différentes études pour définir l'enjeu. Quand je vous parlais du mammifère marin avec les différentes observations, tout ça, pour remettre tout ça en corrélation et pouvoir sortir l'étude finale. Mais c'est bien aller rechercher... Alors là, on n'a pas tout, mais je vais retrouver un peu tous les spécialistes de différentes études qui sont menées aujourd'hui. Non, je ne vais pas me souvenir comme ça. Mais dans tous les cas, ce n'est pas internalisable à l'ADREAL. Non, ce n'est pas internalisable. Monsieur posait la question du coût aussi. La question du coût, entre 5 et 6 millions d'euros, rien que sur l'environnement. Voilà, entre 5 et 6, parce qu'il y a le radar à 1,5 million. Voilà, on verra s'il sera prêt ou pas pour les études. Et est-ce que l'observation se poursuit 2 ans après les 2 ans? Qu'est-ce qui se passe après les 2 ans? On fait l'état des lieux qui permet de faire une étude d'impact, donc de construire l'effet du parc sur cet état des lieux. Puis après, donc, il y a les autorisations, tout ça, et puis qui arrivent. Et avant de construire le parc, on refait un état des lieux pour voir si ça n'a pas bougé. Et pouvoir aussi, à la fin, faire un suivi lorsque le parc est construit, en construction, et lorsqu'il est en exploitation, faire un suivi de ces différents paramètres pour voir comment évolue l'état des lieux. Est-ce que finalement, il était prévu que des espèces soient dérangées? Je pense aux marsouins ou mammifères marins pendant les travaux, il y a du bruit, ils sont dérangés.
c'était prévu, c'était pas prévu, et est-ce qu'ils reviennent par exemple après sur place ou pas. Et donc ça, c'est bien le suivi qui détermine ces actions. Sur le champ magnétique des éoliennes, est-ce qu'elles sont construites pour en limiter l'impact? Ce que j'ai Alors là, je ne sais pas exactement, là, je ne sais pas répondre à la question. Les éoliennes sont à peu près espacées de 1,5 km. Est-ce qu'on a un champ magnétique global au bout d'1,5 km? J'ai du mal à y croire. Autour de la machine en elle-même, mais je veux dire que je vais vous parler de façon globale, sur l'ensemble du champ. Donc, j'y crois pas sur la façon globale, sur chacune des machines indépendamment, puisque 1,5 km, j'ai tendance à dire on peut parler de parc, mais plutôt sur une individualité de machines. Quand on a les machines tous les 200-300 mètres à terre, par exemple, je pense qu'on peut parler d'un ensemble. Quand on est sur une distance d'1,5 km, 1,6 km entre chaque machine, ça commence à être loin. Mais ça commence à être champ magnétique, c'est jamais très très loin dans tous les cas. Donc on va pas avoir un effet. Enfin, j'ai du mal à croire l'effet global magnétique. Un effet individuel cumulé, peut-être, mais pas un effet global magnétique. Enfin, est-ce que c'est peut-être une réponse sur laquelle des éléments pourraient être apportés en post-réunion dans le compte-rendu? Je vous propose d'aller vers la fin de cette réunion, sachant que l'équipe qui est ici reste un peu présente pour ceux qui souhaitent aussi poser quelques questions en échange plus informel, mais pour pouvoir libérer la majorité des personnes présentes. Alors, ce serait peut-être donner la parole à Monsieur le Garant s'il souhaite dire un mot avant de clore la réunion, et puis peut-être à nouveau à Monsieur Levallois pour indiquer les suites données à la réunion. Oui, juste un mot. Alors déjà, ce qui est bien ici, c'est que c'est pas compliqué d'avoir des questions, parce que c'est pas partout le cas, donc c'est agréable. Non, je reviendrai juste sur, effectivement, ce soir, vous avez posé beaucoup de questions sur les études environnementales, et en particulier sur les études en mer. Et je pense que ce qu'il en ressort, c'est que ça vous intéresse. Il y a des gens en particulier qui ont énormément travaillé le sujet, c'est très bien. Et je pense qu'il faut que, côté État et Garant, on trouve une façon de vous informer peut-être plus régulièrement. Parce que on voit que dans les questions, il se pose déjà des questions un peu de base qui sont une évidence pour la maîtrise d'ouvrage, sur le process, état des lieux, études d'impact, suivi. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des citoyens. Je pense qu'il y avait des fiches comme ça qui expliquent un peu la méthodologie globale et voir effectivement, là où ce soir on n'a pas la réponse, c'est pas très grave, comment on peut vous tenir au courant régulièrement, comment vous pouvez être informé de sorties d'études, des choses comme ça. Voilà, je pense que on a un bel axe de travail là-dessus. Merci. Monsieur Levallois, peut-être pour les suites données, je crois qu'il y a notamment un compte-rendu qui va être rendu public de la réunion. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot aussi à ce sujet? Oui, donc compte-rendu de l'étude, compte-rendu de la réunion, bien sûr, avec les présentations. Donc si vous notez, vous recevrez, si vous notez sur le document à l'entrée de présence, vous recevrez la lettre d'information. La dernière lettre d'information renvoyée aux études et même à une partie vulgarisation pour quelqu'un qui ne veut pas lire le rapport intermédiaire sur oiseaux mellifères marins. Il y a une partie vulgarisation qu'on a demandé à Biotope d'écrire qui vous permet d'avoir une lecture rapide de ce qui a été observé. À chaque fois, il y aura une partie vulgarisation. Là, on a reçu les 2 études du Gaune et puis de l'Université de La Rochelle. Et on va leur demander aussi une partie vulgarisation, mais elles sont très accessibles, elles sont très agréables à lire, puisque c'est vrai que c'est très intéressant de voir un peu comment se déplacent les animaux dans le secteur. Sur les étapes à venir, aujourd'hui, donc, on a fait ces 2 réunions, une à Ouistreham et une ici, pour pouvoir faire un retour sur la décision de cet été. Les étapes à venir, c'est bien sûr les candidats qui arriveront sur le 2e projet à la nomination du lauréat du premier. Donc on fera certainement, comme on l'avait fait en 2019, une présentation aux élus et aux acteurs économiques des candidats, de façon à ce qu'ils puissent, pendant leur dialogue concurrentiel, venir sur les territoires, puisqu'à chaque fois, dans les appels d'offres, il y a une dimension territoire qui est fortement appuyée pour qu'ils s'appuient sur les forces locales pour développer leurs projets, donc de façon à pouvoir finalement les introduire sur le territoire. Ça, c'est l'étape qui viendra très rapidement au 1er trimestre. Et au second, à partir du mois de juin, on espère avoir de nouveau des études et en tout cas des rapports intermédiaires qui nous permettront de revenir une nouvelle fois vers le public.
puisqu'on sera sur quasiment les 2 ans sur les marchés biotopes et 1 an sur le marché de ciné sur les autres compartiments que vous avez plus à l'écran, que moi j'ai mais que vous n'avez plus. Mais c'est pas grave. Donc voilà, les étapes à venir. Et donc je vous encourage à aller sur le site éolienneenmer.fr en sachant qu'à partir du mois de janvier, on va reprendre toutes nos pages sur le centre-manche. Il commence à y avoir beaucoup d'études en ligne. Si vous êtes intéressé par les études techniques, les avancées météo, hydrographiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre, océanographique, tout ça c'est en ligne, c'est disponible. C'est des pavés. Hein, mais si voilà, selon votre matière et selon vos plaisirs, eh ben, je vous invite à aller les consulter. Tout est en ligne. À chaque fois qu'on a une étude, elle est mise en ligne. Mais bien sûr, on ne peut pas tout s'approprier. Même nous-mêmes, on ne s'approprie pas tous les éléments tellement c'est conséquent. Mais en tout cas, on va reformer le site pour que les études soient encore plus accessibles qu'elles ne sont aujourd'hui et en libre accès. Merci. Merci à vous également pour votre qualité d'écoute et d'échange. Et puis bonne soirée. Et à bientôt.